Salut, bienvenue à l'écoute de ce 87e épisode du podcast Happy Hour. Je m'appelle Marc et je vous emmène pour 2 heures de pop culture. Commencez donc par vous mettre à l'aise, servez-vous un verre de True Blood, sortez vos gousses d'ail, vos fioles d'eau bénite et vos autres croix consacrées. Pour ma part, je suis avec Willow, Tara et Cordelia. Salut Alexandre, Jean-Victor et Mathieu. Nous sommes en 97, bonsoir. On va parler vampirisme. Je parle de Buffy parce que j'ai pas la ref. Ce matin, sous la douche en plus, pour le petit détail, je me suis dit mais de quoi Marc, qu'est-ce qu'il va dire comme intro? Peut-être que on va être Van Helsing et Dracula et tout. Non mais non, on est un truc de Joss Whedon. Voilà, tu l'avais pas vu venir celle-là. On va parler donc vampirisme avec vous et aussi avec la réalisatrice d'un premier long métrage qu'on aime beaucoup ici à Happy Hour. Bonjour Ariane Louis XVI. Salut, merci de me recevoir. Tu as mis en scène Vampire humaniste cherche suicidaire consentant qui vient de sortir dans les salles. Merci d'être venu passer 2 heures avec nous alors que tu clôtures une tournée promo marathon en France. Comme lors de chaque émission, on déroulera ensuite nos coups de cœur du mois. N'hésitez pas à réagir en nous mentionnant, ça commence bien, sur les réseaux sociaux. On va donc commencer par Vampire humaniste, et je pense que je vais l'appeler comme ça, parce que sinon ça va être trop long pendant toute la soirée. Oui. J'ai une première question toute simple. Tu as eu le prix de la meilleure réalisatrice dans la catégorie Journée des auteurs à la Mostra de Venise, le grand prix du Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, l'œil d'or du meilleur film au PIF. Il a été montré dans plein d'avant-premières à Paris et il est en lice pour le prix France TV au féminin du Festival international du film de femmes de Créteil. J'ai donc une question toute simple. Comment ça va ? Écoute, ça va à merveille. Je suis fatiguée de cette grande tournée et je termine avec vous. C'est ma dernière entrevue, mais je suis ravie de tout ce qui se passe avec le film. Puis moi, je suis enfant unique et j'ai comme toujours eu un espèce de sentiment de solitude, même quand je suis entourée. Puis j'aime me dire que c'est pour ça que je crée des personnages. Puis quand les gens se reconnaissent dans mes personnages, puis que je sens que ça... qu'il y a une connexion avec les gens, je réalise qu'on se sent tous un peu seuls au fond, puis qu'ensemble, on est moins seuls. Donc, ça fait hyper plaisir de recevoir cet amour-là du public et des jurys aussi, des pairs. Donc, je pourrais pas demander mieux, quoi. Est-ce que tu peux présenter ou pitcher très brièvement comment est-ce qu'on peut définir Vampire humaniste sans trop en dire? Même si le titre est quand même... Le titre donne à peu près le ton. Oui, le titre donne le ton et donne un peu le concept du film, mais plus précisément, c'est une comédie noire à saveur coming of age, donc teen movie pour le traduire en français. Et c'est l'histoire de Sacha, qui est une jeune vampire trop humaniste pour mordre et qui en vient à se dire, je crois pas que ma vie vaut plus que celle des autres. Donc, elle vient à se dire qu'elle aimerait peut-être mourir jusqu'à ce qu'elle rencontre une piste de solution, c'est-à-dire un jeune garçon qui a des pensées suicidaires et qui dit, moi, ça me ferait plaisir de t'offrir ma vie. Et donc, il y a une grande aventure qui s'amorce entre eux jusqu'au bout de la nuit. C'est ce que je dirais. C'est bien pitché. Comment est né le projet? Le projet est né de... Je venais d'écrire un long métrage que j'ai mis de côté finalement parce que c'était hyper dramatique. Puis à la fin du processus d'écriture que j'ai trouvé très souffrant et je me sentais très seule dans l'écriture, puis j'étais perdue, je savais plus ce que je voulais dire. Puis, mais j'étais prête pour faire mon long métrage. Je venais de faire 8 courts-métrages dans les 10 dernières années, donc je me suis dit, là, j'ai le goût de m'amuser, puis je crois que je suis quelqu'un de drôle, j'ai le goût de faire une comédie, mais je veux aussi... mes courts-métrages précédents étaient... c'est toujours un mélange de genres. J'aime l'étrangeté, j'aime les personnages plus observateurs qui essaient de se reconnecter à leur nature profonde. Donc j'aime aussi beaucoup les coming of age, les personnages qui sont, je sais pas, marginaux. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu
à la croisée de tous ces chemins-là que je me suis dit, eh ben, allez, je fais une comédie. Ah, puis j'ai pas dit aussi, mais j'adore les films de vampires. Ça paraît apologique. Oui, c'est ça. Puis même mon premier court-métrage, qui n'était pas un film de vampires, j'ai fait regarder des films de vampires à l'actrice principale pour la diriger comme une vampire. Donc, c'est quand même quelque chose qui m'intéressait. Et voilà. Puis, je voulais pas l'écrire seule non plus parce que je me disais... je fais quand même ma première comédie et c'est mon premier long métrage et j'avais envie de m'amuser puis de faire quelque chose de complètement à l'opposé du long processus d'écriture duquel je ressortais. Donc, j'ai coécrit avec une de mes amies qui est hyper drôle, qui est très bonne pour faire des dialogues très savoureux. Puis, c'était génial d'écrire avec elle. Donc, c'est ça, la longue réponse. Comment justement se déroule... Comment est-ce qu'on passe de l'écriture du court-métrage au long, au-delà de la notion évidente de c'est plus long, mais est-ce que c'est le même travail étiré? Est-ce que c'est une autre manière d'écrire? Là, en plus, c'était à deux, on peut la citer, je crois, Christine Doyon? Oui, Christine Doyon. Comment s'est passée l'écriture? Pour passer du court au long... C'est que je changeais vraiment de méthode de travail comme c'était la première fois également que j'écrivais à deux. Donc, j'ai envie de dire que faire un court-métrage ou faire un long-métrage, c'est un peu la même chose, comme tu as dit, mais c'est juste plus long. Puis la structure d'un long-métrage aussi, c'est un peu plus complexe. C'est plus complexe à écrire. Mais c'est vraiment... moi, ce que j'ai... Vu que j'étais accompagnée de Christine Doyon, on a vraiment écrit à 4 mains. On a découvert que notre façon d'écrire, c'était vraiment ça. On préférait que de s'envoyer des versions, on préférait échanger. Donc, du lundi au vendredi, on était sur Zoom, on partageait notre écran, puis on jouait tous les personnages. Puis surtout, je me disais, écrire une comédie, toute seule, je crois que une journée, je vais écrire des blagues, puis le lendemain, peut-être que je me trouverai plus drôle, puis je vais me censurer. Et là, à deux, ça nous permettait de toujours être... si une de nous deux sentait moins quelque chose ou avait comme une baisse de confiance, souvent, il y avait un contrepoids par l'autre qui rappelait, mais un peu les forces du projet, puis finalement, ça nous ramenait toujours dans la joie de l'écriture. Donc, ça s'est fait assez organiquement, notre travail ensemble. Et est-ce que utiliser le genre, justement, c'est aussi délimiter un peu le processus d'écriture en disant on va rentrer dans cette case-là et on va essayer de l'explorer au maximum. Parce que le film de vampire, la comédie, on a quelques exemples récents qui peuvent être assez intéressants, mais du coup, là, on a l'impression que la balance est assez parfaite. Il y a quand même des vraies ambitions aussi de genre, etc. Oui, Christine... Oh, il y a quelque chose qui est prêt dans le four. Happy Hour, le podcast. C'est Happy Hour, c'est un podcast où on mange, absolument. Christine, c'était pas une fan de genre, elle. Les vampires, ça l'avait jamais attirée particulièrement. C'était vraiment l'enjeu du personnage, la jeune vampire qui arrive pas à mordre, puis l'idée de faire un coming of age à travers ça qui, elle, l'intéressait plus. Puis, donc après, je lui ai fait un peu son éducation de vampire. Tu lui as montré les 5 Twilight, etc. Non, même pas. J'ai vu le premier et je me suis arrêtée là. C'est bien. Ouais. Ça a tendance à être un peu trop sérieuse dans cette version du vampirisme. Ouais. Non, c'était un peu... c'était intéressant de le voir pour voir qu'est-ce que je voulais pas faire. Mais j'ai complètement oublié ta question. C'était par rapport à... Ah oui, le cadre. Mais c'est sûr que de mélanger des codes et de films d'ado et de films de vampires et de genre, ça je sais pas si ça... En fait, ça déjoue un peu les attentes, je crois, parce que on installe des codes assez connus, mais après, tu sais, dans lesquels on est quand même confortable, puis on a nos repères, mais après, en
en utilisant les codes de l'autre genre. Des fois, ça peut comme déjouer les attentes. Donc, c'était plus des outils pour s'amuser que de nous donner un cadre très, très limitant. Moi, j'ai trouvé que c'était plus un terrain de jeu motivant que un carré de sable très précis dans lequel je me sentais prise, là. Et le vampire, c'était l'ambition première. Donc, tout de suite, tu voulais faire un film avec une vampire plutôt qu'un loup-garou, l'homme invisible ou je sais pas quoi. Ouais, ben, je sais pas. Les loups-garous, peut-être ça aurait été le deuxième choix. L'homme invisible, loup-garou mignon cherche. Ou le prochain film. Mais non, mais les vampires, ce que j'aime, c'est que c'est des êtres qui sont à la fois attirants mais dangereux. Donc, comme un mystère autour de ces personnages-là, mais de par le fait qu'ils soient éternels ou pas, dans mon cas, mais bon, bref, qui vivent très, très longtemps, ça amène quand même une solitude à ces personnages-là. Puis, moi, j'aime bien, je sais pas, traiter de solitude. J'aime bien des personnages qui sont seuls, mais qui trouvent chaussures à leurs pieds. Justement, moi, je me suis posé la question pendant le film, est-ce que tu as écrit un peu une espèce de liste de tout ce que tes vampires avaient comme particularité, ou est-ce que tu t'es dit, c'est des vampires, donc on s'en fout, quoi, ils vivent la nuit et c'est comme ça. Est-ce que tu as fait une bible, entre guillemets, des règles à respecter ou pas? Ouais, j'ai fait une bible, surtout pour le dossier de financement. Je me suis dit, bon, c'est sûr que j'ai des codes que j'utilise du vampire que tout le monde connaît ou pas. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui le savent pas, que les vampires peuvent pas manger ou... donc c'est ça, mais après moi, j'avais quand même décidé que mes vampires pouvaient vieillir, mais ils vieillissaient plus lentement que les humains. Ça, c'était une raison narrative, c'est parce que je voulais que Sacha vive un traumatisme d'enfance et que ça la marque pour toute son retard d'apprentissage, disons jusqu'à l'adolescence. Puis, mais ça, c'est moins, disons, classique. Donc, je pense que l'important, c'est tu peux faire ce que tu veux avec les vampires, mais il faut juste que tu t'installes des règles et que tu sois cohérent jusqu'à la fin. Donc, c'était surtout de lister c'était quoi nos vampires, c'était quoi leurs particularités, puis d'être cohérent jusqu'à la fin. Et cette liste, tu l'as fait au début de l'écriture, justement, en disant comme ça, ça me permet de savoir ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, ou tu l'as fait à la fin parce qu'il fallait remplir un dossier c'était comme un aller-retour, je dirais. On l'a fait un peu au début, puis après ça, quand on avançait dans le récit, on se disait « Ah, mais... » des fois, il y a certaines de ces règles-là on se disait, oui, qui te mettaient des barrières. Ah ouais, c'est ça. Donc là, on a un peu joué avec cette liste-là jusqu'à la fin de l'écriture. Okay. Et sur l'aspect du genre en lui-même, au moment du tournage, vous êtes posé beaucoup de questions sur le degré de violence du film, parce que je remarque qu'il y a quand même pas mal de choses hors champ aussi. Il y a le côté humoristique, enfin humour en tout cas, volonté de rester dans un genre très accessible. Vous êtes posé beaucoup de questions sur l'aspect sanglant, violent du film? On s'est pas posé beaucoup de questions parce que dès le départ, c'était quand même l'intention de pas... On voulait pas aller dans le gore, on voulait pas être trop graphique dans ce qu'on montrait pour deux raisons. On s'est toujours dit qu'on voulait faire un film lumineux sur la mort puis que la mort était un prétexte pour parler de la vie. Donc, c'est quand même plus bon enfant que cynique, là, je dirais, comme point de vue. Mais aussi, il y a une tension, je trouve, qui amène le hors-champ. Puis moi, un des films qui me fait le plus peur au monde, c'est Funny Games, puis on voit absolument rien. Donc, pour moi, je trouve que la puissance de notre imagination, des fois, peut être plus terrible que ce qu'on peut montrer à l'écran. Donc, j'avais pas envie d'aller... c'était vraiment... ça n'a pas vraiment été plus réfléchi que ça. C'était assez clair pour moi que je préférais suggérer la plupart du temps que de montrer. Justement, tu parlais de faire un film lumineux. Ça me fait un enchaînement tout trouvé pour parler de ton directeur de la photo, Sean Pavlin. Oui.
avec qui tu as fait déjà Les Petites Vagues, si je suis bien renseigné, le court-métrage. J'ai fait tous mes courts-métrages Tous avec lui. Ouais. Ok. Dont celui-là, du Dont coup, celui-là. ça marche. Bah, Dont celui-là. Je l'ai regardé ce matin et j'ai trouvé que la photo était incroyable. Les effets de vagues sur les draps, c'est vraiment un très très beau travail. Du coup, je me suis demandé comment est-ce que vous aviez approché ça à deux, quelle ambiance visuelle vous avez cherché. Alors tout est filmé la nuit et moi, je trouve que il y a notamment une approche assez intéressante, c'est que je trouve que tous ces vampires ont l'air d'être finalement un tout petit peu vampiriques, mais très humains. Il y a un côté, c'est quasiment des gens normaux en fait. Ouais, comment vous avez travaillé tout ça avec lui? Ouais, ben juste sur l'aspect humain, ça c'est quelque chose qui était là dès l'écriture, où c'était dans nos intentions qu'on puisse s'identifier aux vampires comme on peut s'identifier à des humains, puis de les humaniser, puis au fond de se dire que les mêmes les mêmes dynamiques familiales se retrouvent au sein des vampires et bon, avec la charge mentale sur la femme. Bon, je dis pas que c'est toujours le cas, là. Je suis entourée d'hommes en ce moment, mais c'est quand même un sujet. Voilà. Et c'est ça, et sur l'éducation des enfants et tout ça. Donc oui, c'était vraiment une volonté de notre part. Après, avec le directeur photo, ben c'est sûr qu'on ça fait 10 ans qu'on fait des films ensemble, donc on a un peu bâti notre univers visuel ensemble depuis très longtemps. Et on voulait faire... moi, je voulais une ambiance très... quand même dreamy dans le film, une ambiance mélancolique, puis on voulait que ce soit à la fois sombre mais coloré aussi. Il y a beaucoup de jeux de lumière dans le film, puis on voulait que Sacha se fonde dans les décors, donc c'est-à-dire que jamais backlighté, on voulait jamais qu'elle soit découpée, mais plutôt avec ses longs cheveux qui vont sur ses épaules, qu'elle se perde un peu dans les décors. C'est un truc que j'allais dire, parce que justement, ce qui est intéressant avec le personnage principal de Sacha, c'est que c'est presque une silhouette pendant tout le film. Ouais. Très vite, on distingue plus ses vêtements. C'est juste une silhouette noire dont on voit juste le visage qui dépasse. Et donc ça, c'était, j'imagine, c'était pas simple à faire sur toutes les scènes, mais c'était vraiment une intention. C'était vraiment une intention, ouais. Puis on a regardé aussi beaucoup de films de vampires ensemble, puis on avait envie de s'amuser avec les formes, avec les ombres. On avait envie de faire des tableaux et des cadres fixes. Et moi, je me disais, il y a quelque chose dans... Tu sais, je joue beaucoup avec le mal-être de l'adolescence, puis dans le malaise, il y a de l'humour aussi, puis... donc, je trouvais qu'avec des cadres fixes, il y avait quelque chose qui nous obligeait à vivre le malaise un peu plus avec eux. On n'a pas d'échappatoire, puis j'aime bien aussi créer le dynamisme de l'image avec les acteurs dans le cadre. Donc, c'était un peu ça. Moi, je pense par exemple à cette scène qui est, je pense, probablement une de mes scènes préférées du film, où ils sont en train de regarder ses vinyles à elle. Oui. Mais elle met de la musique et ça reste très très longtemps en fait. Au bout d'un moment, je me dis, mais ça fait quand même plus d'1 minute que ça n'a pas été coupé. Et ça, c'était une scène vachement intéressante. Ah, ben merci. Mais ça, c'est une scène qui devait être découpée à la base. Ben, on avait un champ contre champ sur chaque personnage, mais au tournage, puis on les avait mis dans un découpage technique en se disant, bon, on les aura, peut-être ça va être long. Donc, on les aura en backup si jamais on veut jouer avec le rythme de la scène. Mais au final, quand on a tourné ce plan séquence-là, on s'est dit, ben non, ça vit là-dedans, puis on les a même pas tournés. Mais ce type de plan-là, ça peut être très long. Donc, c'était vraiment important de créer une chorégraphie avec les deux acteurs. Puis ça a vraiment été un travail d'équipe, d'abord avec les deux acteurs. Que j'ai fait cette scène-là beaucoup en répétition. Je voulais qu'on trouve comment les deux personnages dansaient. Puis tout était calé, les timings de quand ils se regardent et tout ça, pour toujours qu'il y ait quelque chose de quand même intéressant à l'écran, puis que notre regard puisse se promener entre les deux personnages. Et après, c'est une grosse cordeau aussi avec les lumières, le jeu de lumière derrière eux. Parce que les lumières bougent aussi, Ouais, les lumières bougent, puis en le tournant, on n'a pas répété
les aspects lumière et jeu d'acteur en amont. Donc là, on l'a refait quand même 7 fois. Ça a été... Ça va. Ben, ça va. Mais ça a été 3 heures, je crois, d'éclairage pour trouver le bon niveau. Tu sais, je voulais que ce soit un peu, comment dire, dreamy, comme j'ai dit tantôt, qu'il y a quelque chose de pop en même temps, mais pas trop vidéoclip non plus. Donc, c'était comme vraiment une fine ligne à trouver. Puis, dans le timing aussi des actions des acteurs avec la lumière qui commence à monter. Et en tout cas, tout ça, ça a été quand même une chorégraphie d'équipe minutieuse. Et du coup, tu as répondu en partie à la question, mais est-ce que tu gardes une partie, pas d'improvisation, mais tu t'écartes un peu du texte, ou tu t'écartes un peu de ce qui est écrit avec tes comédiens, ou est-ce que c'est justement très répété chaque séquence? C'est assez répété. J'ai pas de séquence d'improvisation du tout. Ben, pas dans un film comme ça. Parce que c'est vraiment un film de détails et de rythme, donc, et qui devait se tourner assez rapidement. Donc, si on trouve pas la musicalité de chaque scène, puis le pivot, là, où, bon, c'est drôle, puis à un moment, c'est plus drôle, mais je dois vraiment faire comprendre aux acteurs, mais pourquoi tout d'un coup, il y a quelque chose de dramatique qui se transforme, et pour que tout ça se fasse de façon fluide, puis que ça donne une œuvre organique. Il paraît qu'il ne faut pas dire ça organique parce que c'est un mot fourre-tout, mais en tout cas. Non, c'est un bon mot. C'est pour les vampires, peut-être. Peut-être. mais non, il n'y avait pas d'impro, mais c'est sûr qu'en répétition, ben là, il y a des discussions, puis parfois, il y a des belles trouvailles qui se font entre nous, puis, mais tout ça est quand même fait en amont. Ouais. Il n'y a jamais eu de moment sur le plateau où vous êtes arrivé pour faire une scène et où d'un seul coup, tu t'es rendu compte qu'il y a un truc qui marchait pas et que vous aviez peut-être répété et finalement, sur le moment, ça marchait pas ou des choses comme ça? Il n'y a pas une mauvaise surprise comme ça où merde, ça fonctionne plus? Non, j'ai quand même fait beaucoup de répètes avec les 2 acteurs principaux. Puis, parfois, on avait de la difficulté. Il y a quelques scènes où j'ai fait... j'avais de la difficulté à trouver le bon ton. Donc là, on l'a refait. On a pris un moment avec les acteurs. On a essayé de trouver là où ça buguait, mais c'était pas sur le texte en tant que tel. C'était plus sur la rythmique. Puis, ouais, des fois, c'est qu'un détail. Puis tu fais, qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis finalement, il y a juste un silence qui n'était pas à la bonne place. Puis là, ça change toute la dynamique de la scène. Puis tu fais, OK, ça marche. Mais ouais, mais sinon, le texte en tant que tel, on l'a pas changé sur le plateau. Non. Et sur cette question de rythmique, le passer d'un seul coup au long métrage, tu as évoqué tout à l'heure la difficulté d'équilibrer sur cette plus longue durée. Qu'est-ce qui t'a paru le plus dur justement entre tous tes courts-métrages et d'un seul coup ça t'est calé à un long avec justement cette question de rythmique et en plus là avec la question du malaise, des silences? Ce que j'ai trouvé le plus dur? Ouais, du passage de l'un à l'autre. Ben, c'est juste l'endurance, je dirais. Et parce que sinon, moi, j'ai adoré écrire une comédie, puis jouer sur le côté pince sans rire, sur le rythme, sur l'étrangeté. C'était comme des terrains de jeu dans lesquels je me sentais hyper à l'aise, puis ça a été assez instinctif comme travail. Mais c'est vrai que il faut quand même être en forme. Et j'étais pas en forme avant le tournage. Et donc, c'était hyper dur. Puis, tournage de nuit, tout ça, vous étiez complètement décalé constamment, j'imagine. Ah ouais, on était complètement décalés. Puis, on avait 47 lieux. Puis, au moment où on a commencé à tourner, on avait que 7 ou 8 lieux de confirmés. Donc, ce qui fait qu'on vivait de nuit, mais dans nos petite journée de c'est ça, la journée et dans les journées de congé, donc j'étais complètement à plat et c'est ça là, je crois que je vais essayer d'être plus en forme de manière générale pour être toujours prête à tourner. C'est quoi du coup dans la séquence suivante, c'est la sortie du film et le passage dans les festivals, et sur un film comme celui-ci, j'imagine qu'il y a des réponses des salles assez vivantes.
Est-ce que tu t'attendais à quelque chose en particulier de la part des séances en festival? Est-ce que tu as eu des choses originales qui se sont passées ou... Des choses originales. Premièrement, c'est le succès du film me dépasse un peu, mais c'est une belle surprise. Mais je voulais pas me faire d'attente. Moi, je sais que j'aimais le film, puis je me disais bon, peu importe la vie qu'il y aura, mais je savais qu'il allait plaire quand même, mais pas à ce niveau-là. Puis je crois qu'on est rendu à 35 prix gagnés un peu partout, beaucoup de prix du public, beaucoup de prix de jury aussi. Là, on est en nomination au Canadian Screen Award, qui est nos Césars. Disons, on a 12 nominations. Ah ouais, c'est très bien. C'est génial. Ouais, merci. Donc, et c'est comme un feu roulant de bonnes nouvelles depuis le lancement du film à Venise. Et j'aurais pas pu souhaiter mieux. Mais on peut jamais s'imaginer ça. Puis en tout cas, c'est sûr que ça met la barre haute pour le prochain, mais j'essaie de pas... J'imagine que déjà la sélection à Venise, rien que ça devait être complètement délirant. Ben oui, c'était complètement délirant. Oui, c'était fantastique. Puis on était toute l'équipe là-bas à Venise. On a fait des petits tours de gondole. On avait le smile jusqu'aux oreilles tout le long. Tout ça. Ouais, non, on a fait nos touristes et... non, c'était génial. Là. J'ai l'impression un peu de vivre un rêve, mais je veux pas me... Comment dire? Là, à un moment, on dirait que je suis juste fatiguée, donc je suis très heureuse de toutes ces bonnes nouvelles-là qui continuent à rentrer, mais il faut que je me repose. Peut-être une autre question, c'est sur le titre, du coup. Ouais. Je pense qu'on te l'a posé beaucoup. C'est comment tu as trouvé ce titre-là et est-ce que tu savais que c'était facile de le traduire en anglais et en français? Je l'ai trouvé, c'est Christine Doyon, quand je lui ai parlé de mon idée. À la base, la vampire humaniste écrivait des petites annonces sur Craigslist. Puis l'annonce c'était vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Et puis là, je lui parle du film et je dis mais j'ai pas de titre. Elle dit ben là c'est ça le titre. Donc Christine, je dirais que j'ai eu l'idée du titre de l'annonce et Christine m'a mis l'évidence devant les yeux que c'était ça le titre du film. Puis donc le titre est là depuis minute 1, même avant d'avoir écrit la première version du scénario. Et j'avais pas pensé à la traduction en anglais, mais je me disais comme c'est vraiment une structure de petites annonces, je me disais que ça allait bien se traduire. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que justement avec ton chef-op, t'avais vu plein de films de vampires. Ouais. Moi, j'avais deux questions. C'est c'est quoi les films qui t'ont inspiré pour celui-là particulièrement? Et c'est quoi ton film de vampire préféré? Les films qui m'ont inspiré pour celui-là, il y en a plusieurs. C'est sûr que l'impressionnisme allemand, des films comme Nosferatu, il y a quelque chose qui... on voulait quand même jouer un petit peu avec ces codes-là, notamment dans la séquence qui se passe dans les containers. Là, on a un petit peu plus mis le paquet du côté impressionniste. On s'est amusé avec ça. Mais sinon, on voulait quand même faire un film assez contemporain. Il y a le film Only Lovers Left Alive, qui était une référence de Jim Jarmusch, non, c'était pas une référence de Jim Jarmusch, c'est Jim Jarmusch qui a fait le film Only Lovers Left Alive. Désolée. Et il t'a influencé. Et il m'a influencé, mais il m'a pas appelé pour me dire « Regarde ce film-là ». Parce que surtout au niveau décor, moi j'aime qu'est-ce qui est très chargé. J'avais envie de jouer avec les différentes époques, évidemment. C'est ça fait partie du plaisir de faire un film de vampire. Mais surtout au niveau des décors, puis des costumes et du maquillage, je trouvais que ces vampires à Jim Jarmusch avaient une bonne balance ils étaient pas trop blancs, ils avaient l'air étranges quand tu les vois dans un lieu public, mais en même temps, ils ont pas l'air trop costumés comme dans d'autres films. Et ça me plaisait beaucoup.
Sinon, What We Do in the Shadows, c'est un film que j'aime beaucoup. On l'a pas tant nommé comme référence, mais c'est sûr que le côté très vampire dans la vie, dans la dynamique de coloc, c'est quand même bien joué, puis ça m'a vraiment amusé, puis c'est quand même inspirant au niveau du ton. Et A Girl Walk Home Alone at Night. J'y avais vachement pensé aussi au film. Ouais, ça c'est un film qui m'a marqué beaucoup, qui est, je pourrais dire, mon film de vampire préféré, mais c'est dur d'en choisir un. Mais il m'a vraiment habité longtemps, ce film-là. Puis il y a quelque chose dans la forme du vampire qui porte le long hijab, qui se promène sur un skateboard. Il y a quelque chose de décalé, mais d'hyper mélancolique. Puis en tout cas, ce personnage-là m'a vraiment habité longtemps. Puis avec les cheveux de Sacha, je trouvais qu'il y avait comme une forme quand même similaire de triangle. Si vous voulez que je décrive le triangle vampirique. Et vous, les autres autour de cette table, c'est quoi votre film de vampire préféré? Ça m'intéresse. Waouh. Mais est-ce que je peux juste en ajouter un? C'est parce que je veux juste dire que mon premier film de vampire qui m'a marqué parce que le vampire était pas juste une créature assoiffée de sang, puis que c'était vraiment des personnages construits, complexes, puis avec des vampires féminins vraiment top. C'est Les Prédateurs de Tony Scott, avec un casting des plus parfaits, avec David Bowie et Susan Sarandon et Catherine Deneuve. Ouais. C'est sexy à souhait. Et non, mais ça m'a vraiment... puis c'est très punk aussi, c'est vraiment expérimental comme film. Plus, je l'ai présenté dernièrement, on m'a invité à l'Halloween à faire une programmation double avec mon film, puis j'ai choisi ce film-là, puis c'était juste des souvenirs un peu lointains. J'avais des scènes qui me revenaient en tête, puis je me souvenais pas à quel point c'était quand même expérimental dans son montage, puis dans son histoire. Je vous laisse parler maintenant. C'est quoi vos films préférés? Et vous, les garçons? Moi, en fait, il y a plein de films cultes de vampires que j'ai jamais vus. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas un qui t'a marqué. A Girl Walks Home Alone at Night, et il m'a vachement marqué. Je l'ai vu qu'une seule fois à sa sortie, et je me souviens encore de scènes. Et c'est vraiment un film assez fascinant, en fait. Mathieu? Je vais faire mon geek, je vais dire Blade 2. Parce qu'on a tellement de références d'auteurs que j'adore. Évidemment, moi aussi, les références citées, je les adore. C'est super, mec. Mais je prends un contre-exemple avec quelqu'un qu'on aime bien ici. Blade 2? Ouais. Guillermo del Toro. Ah, ouais. Blade 1, c'est pas mal. Ouais. Blade 2, c'est incroyable. Ça complète un petit peu. Blade 3, ça redescend. Et Blade 3, c'est pourri, t'oublies. Mais Blade 2 de Guillermo del Toro, il faut que je vois ça. Ouais, non, c'est un peu plus sanglant pour le coup. Non, mais du coup, non, mais je peux en voir du sang, là. Pendant tes vacances. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est cool avec le mythe du vampire, c'est qu'il y a tellement de choses à faire autour du personnage que les genres peuvent être complètement différents. Jean-Victor. Je vais citer la ref un peu à l'ancienne, un peu chiante, mais pour l'avoir revu l'an dernier au cinéma, le Nosferatu de Murnau, c'est quand même c'est marrant parce que c'est un film qui a 100 ans, qui est en noir et blanc, machin. Et je trouve que c'est un film qui vraiment t'ancre des images dans la tête, notamment ce fameux plan avec l'ombre du personnage dans les escaliers, etc. Et tu sais, il y a un truc où c'est évidemment c'est la matrice de tout ce qui va arriver derrière, etc. Mais je trouve que le film est super fort et encore très très beau aujourd'hui. Et j'allais citer non pas Blade 2 qui est le meilleur des Blade, on est d'accord, mais Blade 1 ne serait-ce que pour sa scène d'intro. Sa scène d'intro qui est probablement une des scènes de vampires les plus cool qui ait jamais été filmée dans la boîte de nuit. Donc voilà. Mais Blade 2 est mieux que le premier quand même. Et toi, Marc? Je sais pas trop. J'en ai vu beaucoup. Le premier qui me vient, c'est Entretien avec un vampire comme préféré. Ouais, ça c'est vraiment chouette. Parce que c'est quand même pas mal. Mais celui qui m'a le plus marqué, et pour le coup, c'est pas un film terrible, mais je l'ai vu trop jeune. En fait, j'étais trop petit quand j'ai vu ça. C'est Vampire, vous avez dit Vampire, Fright Night en anglais. Ou l'original, pas le remake récent, où vraiment le visage de l'acteur m'a... Je devais avoir 7-8 ans, je l'ai vu en VHS et vraiment ça m'a traumatisé, j'en rêvais la nuit et quand je repense au film j'ai encore des espèces de PTSD, vraiment un mini traumatisme autour du vampire. Mais tout de suite ça veut dire que ça marche, tu vois. Maintenant avec le recul je prends ça bien parce Marc que en PLS derrière le canapé après le visionnage. Je me dis que c'était
Enfin, Mais- c'est pour vivre quelque chose, quoi. Ouais. Et ton introduction de l'émission sur le ton de la blague, mais on a aussi quelques très bonnes séries. On a eu True Blood, True Blood. ou Buffy qui étaient Mm. des roller coasters un peu sur le thème du vampire qui traitait de Ou la beaucoup de série choses. What We Do in the Shadows. Et What We Do in the La Shadows. série Moi, je est suis un chouette. gros fan de faux documentaires. C'est assez jouissif. Mais justement, moi j'avais une question vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a un moment en particulier sur le tournage où tu t'es dit, là je fais un film de vampire, c'est cool, et je sais pas, un plan en particulier, un truc sur les dents, sur quelqu'un qui meurt, vraiment une scène caractéristique où derrière il y avait la geek au fond de toi qui était en mode, oh putain, je filme ça, ça y est, c'est moi qui le fais, quoi. Il y a plusieurs moments quand même. Dans les containers, quand Sacha est au-dessus du container, puis quand son ombre apparaît, on est en contre-plongée, puis Paul voit son ombre apparaître au sol, puis en tout cas, toute cette séquence-là, je suis en panique parce que cette journée-là de tournage n'a pas bien été, devait là. pas être très sympa, ouais. Mais surtout quand j'ai regardé les rushs le soir chez moi, j'ai fait « Ah, c'est cool! » J'étais vraiment fière de cette séquence-là. Et sinon, il y a certains plans aussi pendant la bagarre au parc qui... mais je veux pas spoiler, c'est ça. Mais bon, La fin du bref, film. il y a des scènes, des plans là-dedans qui m'ont vraiment fait ressentir Moi, il y a des émotions. un petit détail qui m'a marqué, enfin, pareil, qui va dans ce sens-là, c'est à la fin, quand elle se réveille dans le motel. Elle se réveille vraiment comme une vampire, comme ça, tout droite. Et je pense que je suis le seul à avoir capté dans la salle, parce que c'était vraiment, elle est en arrière-plan et on a plus les yeux sur Paul. Cette scène m'a fait mourir de rire. Ah ouais, je suis contente que tu aies vu le petit clin d'œil. Ah oui, je voulais faire hyper assumé, là, elle se lève La comme... sortie de cercueil, entre guillemets. Ouais. Et on n'en a pas parlé, mais t'as un casting génial. Ouais, j'allais y venir. Franchement, t'as des acteurs incroyables. Alors moi, Marc a probablement le nom Oui, vas-y, cite-les. Voilà, c'est ça. Félix-Antoine Bénard dans le rôle de Paul, Ouais. et Sarah Monpetit dans le rôle de Sacha. Sarah Monpetit, nous on la connaissait parce qu'elle a joué dans Falcon Lake de Charlotte Lebon, qui est un film que j'adore, hein, je la trouve incroyable dedans. Ça m'a fait vraiment plaisir de la retrouver, et c'est vraiment une actrice assez dingue. Mm-hmm. Comment tu les as castés? Sarah, je la connaissais... elle a fait, avant Falcon Lake, elle a fait un film qui s'appelle Maria Chapdelaine. C'était son premier long métrage et elle porte vraiment le film sur ses épaules. Et il y a quelque chose qui, je trouvais qu'elle avait une aura tellement mystérieuse, puis quelque chose de mélancolique, profond aussi dans ses yeux, puis mais en tout cas, je sais pas, elle dégageait quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis après, j'ai vu la bande-annonce de Falcon Lake parce qu'il était pas sorti au Québec au moment où j'ai invité Sarah en audition. Et mais juste dans la bande-annonce, je me disais mais elle a vraiment quelque chose de singulier, cette actrice, puis je suis sûre qu'elle est faite pour jouer une vampire. Et après, je l'ai passée en audition pour voir si elle était drôle quand même, parce que je faisais une comédie. Vas-y, raconte-moi une blague. Oui, c'est ça. Puis, elle était très drôle, mais quand je dis drôle, c'est pas... Quand je dis drôle, c'était surtout dans les petits détails. Je me demandais si ça avait un sens du comique dans le rythme, dans les malaises, puis dans le ton que je cherchais, le pince sans rire. Awkward aussi, oui, c'est ça, un petit peu awkward. Je cherchais totalement quelqu'un de un petit peu awkward. Et tout ça s'est retrouvé dans sa proposition. Donc, Mais à l'écriture, tu l'avais en tête ou pas du tout? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Et Félix-Antoine, je l'ai découvert en audition, je le connaissais pas. Et il est arrivé, moi, le personnage de Paul, je l'ai bâti neurodivergent sur le spectre de l'autisme, mais c'était jamais nommé. C'est pas quelque chose qui est nommé dans le film non plus, puis dans les descriptions de personnages non plus. Donc, les acteurs n'avaient pas cette information-là en arrivant en audition. Mais lui a lu le personnage comme ça. Et donc, il est arrivé avec une composition de personnage très crédible et assumée. Puis j'ai eu l'impression de rencontrer mon personnage. Donc, et c'est quand même drôle parce qu'il est arrivé avec cette idée-là. Puis, mais il était quand même, je trouvais qu'il
qui te poussait loin sur le spectre, un petit peu plus loin que ce que j'avais imaginé. Donc là, j'ai dit, est-ce que tu peux me faire comme 80% de ça? Puis là, il a essayé de ramener son jeu. Puis là, je l'ai appelé en callback. Puis là, il a tout retravaillé pour essayer de baisser un peu son niveau d'autisme, disons. Et finalement, quand j'ai regardé les tapes, après la première audition, j'ai fait « Ah non, mais il était exactement au bon endroit. » Puis parfois, sur l'écran, c'est différent que en personne. Puis là, finalement, il est arrivé à la deuxième audition. Puis j'ai dit « Ah, finalement, refais-moi ce que tu faisais. C'était parfait. » Mais donc, c'est ça. Puis quand j'ai auditionné les deux ensemble, ben, il y avait quelque chose... j'ai vu le ton de mon film naître sous mes yeux. Là. Il y avait vraiment une non-chimie incroyable qui... pas une non-chimie, mais je le dis comme ça parce que eux, ils n'ont pas senti de chimie pendant l'audition. Puis moi, je trouvais ça... Ouais, ils pensaient qu'ils avaient foiré. Non, c'est ça, ils pensaient qu'ils avaient foiré. Donc, ils aiment bien dire qu'il n'y avait aucune chimie entre eux. Puis, mais moi, c'est pas ça que j'ai ressenti. Moi, je trouvais que, oui, il y avait un décalage, mais... En même temps, c'est ce que tu cherchais. Ben, c'est ce que je cherchais. Puis moi, je trouvais que ce décalage-là amenait de l'humour, mais aussi il y avait quelque chose d'étrange dans leurs énergies qui fonctionnaient pas ensemble, mais une curiosité l'un par l'autre, puis ça donnait quelque chose d'hyper mignon et tendre et drôle et étrange. Donc ouais, c'est ça l'histoire de ma rencontre avec eux. Ça marche d'autant plus que ils ont une relation qui est particulière, disons. C'est pas vraiment, tu cherches pas la love story ou le cliché ou la facilité, donc je pense que ça marche bien. Moi, j'avais aussi une question sur l'aspect coming of age, parce que j'ai regardé 2 de tes cours pour préparer cette émission. J'ai regardé Les Petites Vagues et Comme des comètes. Et j'ai retrouvé à chaque fois le personnage d'une jeune fille un peu solitaire, un peu décalée, et qui se découvre à travers un événement. Ouais. Et je me suis demandé si c'était des points communs volontaires et d'où ça venait tout ça. C'est absolument pas des points communs volontaires parce que j'ai toujours l'impression de faire quelque chose de très différent. Puis au final, c'est ça qui est intéressant, c'est 3 films qui n'ont pas de rapport. Ouais. Mais au final, je me dis... mais je parle toujours un peu des mêmes sujets, mais on a des obsessions, là, des fois, comme artiste. Puis, mais je pense que c'est peut-être, je sais pas, je me positionne des fois dans la peau de mes personnages, donc peut-être que c'est mon adolescente intérieure qui s'exprime à travers Est-ce que tu as montré tes films à un psy? Non, mais ce serait très intéressant. Ouais, mais c'est ça, c'est pas volontaire, mais en même temps, je le sais que... Oui, c'est inconscient. Mais c'est les personnages qui me viennent en tête, naturellement. Et justement, c'est intéressant parce que le film, tu l'as dit, c'est un film lumineux sur la mort, pour parler de la vie. Et donc, c'est quand même un film qui parle de gens qui veulent se suicider, etc. Est-ce qu'il y a des moments, des questionnements à l'écriture sur justement le degré d'humour que vous pouviez mettre sur des idées, enfin sur des sujets qui sont quand même parfois controversés, parfois un peu tabous? Comment vous avez justement dosé ces questionnements-là par rapport à l'humour, par rapport au fait que le vampire vous permet de faire passer quand même pas mal de choses, etc. Encore une fois, ça s'est fait assez naturellement. Il n'y a pas eu une réunion spéciale tabou. Non, je sais pas, c'est que on a créé des personnages qu'on aimait tellement, puis on avait vraiment de l'empathie envers chacun de nos personnages. Puis après, on a juste essayé de traiter de ce sujet-là avec sensibilité, mais en se permettant d'être drôle aussi, mais je sais pas, c'est ça que ça a donné. Mais après, c'est sûr qu'on le faisait lire à des gens pour voir s'il n'y avait pas des angles morts qu'on avait qu'on n'avait pas vus. Mais non, c'était pas... ça s'est fait très naturellement. Ouais. Mais j'imagine que vous avez eu sûrement des réactions de gens qui ont pu avoir ce type de pensée, par exemple, etc., et qui sont venus vous dévoiler des expériences super personnelles en disant qu'ils s'étaient reconnus dans le personnage de Paul, qui voulait se foutre en l'air, ou des choses comme ça. Oui, puis c'est plus dans... moi, ce que je reçois plus comme témoignage, c'est des gens qui sont
hyper touchée par les personnages, puis même ceux qui ont vécu, soit qui ont eu des pensées suicidaires ou qui ont vécu un suicide d'un proche ou en tout cas qui sont touchés de près par ce sujet-là. J'ai jamais eu personne qui était choqué, puis personne ne m'a jamais dit c'est mal placé de faire une comédie là-dessus, parce que c'est pas du suicide qu'on rit, c'est des situations, c'est plus les situations dans lesquelles on place les personnages qui sont comiques, et les répliques aussi, mais c'est pas d'eux et de ce sujet-là qu'on rit. Donc je pense que juste de par ça, ça passe bien. Puis vraiment, il y a un moment où le titre est resté tout le long, mais juste avant la distribution au Québec, on s'est quand même posé la question, plus le distributeur nous a posé la question, êtes-vous certain? On va vous suivre, mais il y a quand même le mot suicidaire, peut-être que ça va choquer des gens, mais le titre, c'est comme une balance de la vampire humaniste et du suicidaire qu'on s'entend. Déjà la dimension fantastique. C'est ça, donc. Puis en même temps, on annonce qu'on va parler de ce sujet-là. Au lieu de mettre un trigger warning qui met les spectateurs sur déjà dans un drôle de mood avant que le film commence, là, tu le sais déjà dans le titre que ça va parler de ça. Et, mais on s'était quand même préparé à... Si jamais on se fait poser des questions là-dessus par des journalistes ou des gens qui sont choqués de revenir vers notre approche, puis que notre approche par rapport à ce sujet-là, et finalement, il n'y a jamais personne qui nous a confrontés par rapport à ça, donc j'ai l'impression que ça... Mission réussie. Ouais. Moi, pour avancer un peu tout petit peu dans ce podcast, j'ai lu que tu allais adapter une pièce de théâtre. Ça, c'était ton prochain long. Ouais. Une pièce qui s'appelle Ceux qui se sont évaporés. Ouais. Une autrice canadienne qui s'appelle Rebecca Deraspe, si je prononce correctement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, je coécris la pièce de théâtre. Je coécris le film avec l'autrice de la pièce, et ça porte sur les disparitions volontaires, donc les gens qui décident de disparaître de leur propre vie sans laisser de traces, mais surtout sur les gens qui restent et qui doivent vivre avec la disparition. Et on suit plus particulièrement une jeune femme dont la mère est disparue lorsqu'elle avait 7 ans et qui essaie un peu à travers d'une part sa caméra documentaire et un peu reconstituer ses souvenirs, de se rappeler un peu de ses souvenirs de sa mère, mais de reconstruire avec les souvenirs des autres pour essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à partir. Donc, c'est ça. Et c'est, pas une comédie. Mais il y a quand même... Rebecca, elle a une façon d'écrire des dialogues hyper incisif. Puis, donc, il y a de l'humour dans ce film-là. Puis, il y a des personnages colorés. Puis, donc, il y a place quand même au rire, mais dans une autre proportion que Vampire, disons. Et je me demandais... comment, alors je sais que c'est sans doute un peu trop tôt pour poser la question, mais comment est-ce que tu envisages la mise en scène? Parce que souvent, quand on adapte une pièce de théâtre, il y a un peu le côté, la limite de la pièce de théâtre, la limite des scènes et des décors. Et souvent, finalement, une pièce de théâtre adaptée au cinéma, c'est un peu du théâtre filmé. Est-ce que tu envisageais de sortir de ça? Et comment tu pensais un peu tout ça? Non, ce sera pas du théâtre filmé parce qu'il y a beaucoup de lieux, on joue sur 3 époques, okay. C'est très vivant comme univers déjà, puis je le pense vraiment comme... on a vraiment fait une réadaptation de la pièce aussi, okay. Donc c'est vraiment écrit comme un film. Okay. Et donc... j'aurais pas c'est pas comme si c'était un huis clos dans une pièce où là j'essaie de voir comment je fais pour amener le cinéma là-dedans, mais le cinéma est déjà ça va bien aller. Ça se fait naturellement en fait. Oui. Mais justement, c'est une question que j'avais un peu posée qui est un peu liée, c'est en tant que scénariste et réalisatrice, quand t'écris, t'as déjà tes images de film en tête ou c'est 2 choses complètement séparées?
Et une fois que tu as écrit ton scénario où tu t'es concentré sur les personnages, sur les situations, sur l'évolution de l'intrigue, là après tu te dis alors, comment est-ce que je filme ça? Ou est-ce que c'est vraiment tout est lié quoi? Non, c'est assez lié. Ouais, c'est assez lié. Puis c'est pour ça que depuis que j'ai découvert la réalisation, parce que j'ai étudié en scénarisation. Ok. Mais en sortant de l'école, j'avais justement, on dirait que je voyais les scénarios que j'écrivais. Donc j'avais envie d'essayer de le mettre en image. Puis depuis que j'ai goûté à ça, c'est comme si je me verrais pas écrire un scénario que je réalise pas parce que je le vois. Donc, c'est comme la continuité de la création pour moi. Donc, ouais, ça vient vraiment à l'écriture. Mais des fois, c'est sûr qu'il y a des scènes que tu sais pas nécessairement encore comment tu vas filmer, mais j'ai des élans, en tout cas, puis des idées un peu partout. Puis il y a des scènes que je vois très précisément. Mais ça dépend aussi de... Dès que tu trouves tes acteurs, puis tes lieux, puis là, il y a quelque chose qui prend vraiment forme encore plus, puis parfois qui s'éloigne de ce que tu avais en tête au départ, mais pour bonifier la proposition, puis ouais. Et tu devrais réaliser justement le scénario de quelqu'un d'autre? Ben, écoute, peut-être, mais il faut que ce soit plus que le contraire, ça c'est sûr. Mais je l'ai jamais fait, donc il faut vraiment avoir une rencontre avec une œuvre, là, je dirais. Mais oui, je me vois faire ça. Okay. Et tout à l'heure, tu parlais d'un scénario que tu avais écrit avant Vampire. Ouais. C'est pas celui-là du coup. Non. C'est encore autre chose qui est pour plus tard, peut-être un jour. Peut-être, ou pas. Ou pas, ok. Ok. Si ça vous va, on avance un peu dans le podcast. Ouais. Sauf si toi, tu as quelque chose à rajouter. Non, ça va. C'est bon. On peut quand même dire aux gens d'y aller parce que Oui, c'est parce vachement que bien. Oui, allez-y. Oui, c'est vrai que ça vient de Ça sortir. fait une heure en qu'on fait, vous parle d'un c'est film, si vous sorti, l'avez pas vu, allez-y. Ouais. Nous, on a vachement aimé. Jean-Victor l'a vu deux super fois. Ouais. C'est Vous pouvez lire la critique sur Clone, elle est positive. Je crois même en certaines. très original. On mettra un lien vers tout ça. La critique, je veux juste dire que la critique du Vogue France que j'ai lu ce matin, elle était dithyrambique. Ah bah tu Voilà. vois, voilà, si Vogue Incroyable, France le c'est dit, pas pour alors, rien. Bien non vu. mais en vrai c'est vachement bien, c'est hyper Très chouette. rafraîchissant en plus, donc c'est très cool. Merci Allez-y. beaucoup. On va donc avancer dans ce podcast puisque tous les mois ou à chaque émission, en tout cas, on demande à tous les participants de venir avec un coup de cœur récent, un film, un bouquin, une série, un disque, un jeu. Et on va commencer ce petit tour de table. Un disque, il a dit un disque. Ouais, Bah, j'achète des vinyles, donc moi je dis des C'est disques. On va démarrer ce tour de Ok, table. t'as un problème, Boomer? Par toi, Alexandre, justement, puis tu dis des bêtises, mais garde la parole. C'est quand même à moi. Puisque toi, tu voulais nous parler du retour de True Detective. Ouais, True alors, Detective. Tu voulais rester dans le positif et dans la nuit. Exactement. En disclaimer, je voulais quand même préciser que j'ai jamais regardé une seule saison de True Detective. C'est la première saison de True Detective que je Comme elles sont regarde. pas liées entre elles, c'est très bien. Oui, bah ça je sais. Donc j'y allais vraiment en Tu novice. sais pas ça. Sachant juste qu'en gros c'était une histoire de flics et que c'était un duo qui était un peu good cop bad cop, plus ou moins. C'est ce que je pensais à la base. Ça T'as marche pas- comme t'as- description. T'as pas vu les saisons précédentes. Bah non, c'est ce que j'ai dit. Je les ai pas vus. Donc j'ai. Regarde la saison 1. Bah il paraît. Je peux te la prêter, Ouais. je l'emblouerai. On en Ok. parle après, t'inquiète. Et donc j'ai été plutôt tenté par regarder parce que je cherchais un peu moi ce que j'appelle des polars de papa. C'est-à-dire une bonne enquête policière avec des personnages intéressants où on se demande qui est le tueur, et surtout en plus là il y a Jodie Foster dans la série, donc ça me donnait un argument en plus pour regarder. Donc pour cette saison 4 de True Detective, ça a été showrunné par Issa Lopez, qui est la réalisatrice de Tigers Are Not Afraid, donc qui est intitulée Night Country. On y suit Liz Danvers, qui est une flic jouée par Jodie Foster, qui est une connasse. Franchement, c'est une flic vraiment très très antipathique. Dans le fin fond de l'Alaska, elle doit enquêter sur la disparition très étrange de plusieurs scientifiques qui en fait ont été retrouvés. Alors c'est très léger spoiler parce que c'est la fin Dans de le premier l'épisode 1. épisode, ouais. Recouverts de glace dans le désert donc glacé de l'Alaska, nus, mutilés et empilés les uns sur les autres avec des expressions horrifiées. Que du bonheur. Fun. Et donc, c'est évidemment sur fond de culture ethnique. Elle va devoir mener l'enquête avec Evangeline Navarro, qui est incarnée par l'ancienne championne de boxe, Kali Rice. On lance le premier épisode à la maison. Et ma femme, elle se retourne vers moi, ma femme, sachant qu'elle fait quand même des cauchemars en regardant Luther, et elle me dit « Mais
ça fait pas trop peur, non? Je dis bah Ouais, il y a Jodie Foster, c'est beau. ouais, voilà, je dis il y a Jodie Foster. Pas comme si elle avait fait le Silence des Agneaux, pas de c'est problème. l'histoire de flic, c'est bon quoi, je pense pas. Et en fait, ça fout les jetons. Je faisais pas du tout le malin pendant certains épisodes. L'ambiance est glauque, flippante, C'est pas très lumineux. assez Non. sale, très réussi. C'est d'autant plus pas lumineux que ça se passe entièrement pendant la nuit, parce que c'est pendant une Oui, la période. série commence au moment où l'Alaska passe entièrement de nuit pendant Voilà. plein de jours. Donc pendant un mois, il n'y a pas de soleil dans cette partie du monde. Et donc, d'autant plus qu'on plonge par moments vraiment dans le surnaturel. On est à la limite parfois du film d'horreur et on oscille vraiment pendant toute la série. C'est un peu quelque part entre X-Files, j'ai trouvé, et The Thing, qui est pour le coup une référence qui a été largement assumée par la showrunneuse qui a eu l'idée de cette série en regardant The Thing et aussi en écoutant Billie Eilish pendant le confinement. D'ailleurs, le générique. si vous regardez Qui est au bien, générique. quand Jodie Foster débarque dans la fameuse base scientifique au début de la série, c'est vraiment le tout début du premier épisode. À un moment, il y a une télé qui diffuse Ferris Bueller The Oui. Days Off, avec des bibliothèques de DVD partout, et il y a littéralement un plan où elle se retourne, et vraiment le DVD que tu vois en évidence avec la jaquette bien en avant derrière elle, c'est The Thing. Donc la référence est complètement assumée. Ouais. Donc c'est aussi, moi j'ai trouvé une série qui est résolument 2024, puisque bon, True Detective, on est un peu une série assez masculine. Ouais. Là, c'est une série qui est pour moi, j'ai trouvé résolument féministe, mais pas que, puisqu'on va aussi brasser des thèmes d'écologie, des thèmes de violence domestique, des thèmes de racisme. C'est des sous-intrigues qui sont pas toujours forcément passionnantes, mais qui sont quand même assez nécessaires, je trouve, à la cohérence des personnages, et dans tous les cas toujours important à voir à la télé ou au cinéma. Moi, franchement, j'ai adoré la série. Je sais que Mathieu, toi, t'as pas du tout aimé. Franchement, je ne comprends Ah pas oui pourquoi. J'ai trouvé ça génial et j'ai été pris du début à la fin. Fight. J'étais vraiment en fait, j'ai vraiment pris ça comme X-Files et X-Files en film d'horreur, et j'ai trouvé ça hyper bien joué. Je trouve que Jodie Foster en connasse, elle est géniale. En plus, on n'a pas du tout l'habitude de la voir comme ça. C'est plutôt une actrice qui joue toujours un peu Oui, les qui a un rôles truc un peu lumineux et très tout, sympathiques. Et j'ai adoré. Franchement, c'est dispo sur le Pass Warner d'Amazon Prime. Parce que c'est une Et série voilà. HBO. En France, c'est donc sur Amazon. Mais juste avant de commencer à dire que c'était relativement ennuyant, une série hyper féministe en parallèle que j'ai regardée, c'était Fargo. Et pour le coup, c'était assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même des séries qui sont très, très, très dédiées à ça, avec plusieurs personnages féminins très forts. Alors, la 4e saison de True Detective, ce qui est hyper intéressant, c'est aussi une showrunneuse qui scénarise, réalise. Ouais, C'est celle qui réalise tout, en c'est un peu plus court, Elle c'est réalise tous les 6 épisodes. Mais je trouvais que Fargo, c'était aussi la même ambition et la même énergie d'aller porter C'est la même chose, parce que Fargo, c'est aussi un peu Ouais, c'est une série anthologique à chaque saison. Ouais. Et non, mais True Detective, moi j'ai vu les 3 premières saisons, hein, donc j'ai vu quelque chose. Vrai fan. Ouais, alors c'est une série qui divise pas mal, puisque pour beaucoup la saison 2 est relativement ratée, même si je trouve qu'elle a énormément de qualité. Mais non, moi je trouvais que alors, la saison 1 la saison 1 et la saison 3 ont quelque chose d'assez mystique et d'assez réussi, parce que vraiment c'est ciselé, etc. J'ai trouvé que la saison 4, au-delà de son pilote qui installe un décor et donc cet empilement de corps humains à la fin du premier épisode, somme toute relativement sympathique, décolle pas beaucoup sur la suite et tourne un petit peu en rond, et notamment du fait que dans les épisodes suivants on tourne beaucoup autour de cet amas de corps humains. Je vous passe le truc, mais ne mangez pas devant la série, globalement c'est assez déconseillé. Mais non, en fait c'est vraiment le type de série où je dis l'ambiance est super, le casting est super, Voilà, donc c'est super. les effets spéciaux sont super, et pourtant je suis resté de marbre en me disant et donc, et j'ai pas été du tout transporté par tout ça. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins intéressant que les 3 saisons précédentes. Et que C'est quoi qui t'a moins intéressé, c'est l'enquête? Je sais pas, c'est un peu comme si c'est un peu comme si le concept même de tourner dans cette espèce de nuit éternelle faisait qu'on refermait ça sous une forme un peu de huis clos au sein d'une ville fantôme, etc. Et encore une fois, je trouve ça hyper intéressant, et je trouve que ça décolle pas beaucoup de tout ça. C'est-à-dire que les personnages disparaissent, certains personnages disparaissent dans la nuit, reviennent, etc.
il y a une forme de truc qui, moi, m'a pas forcément convaincu. Je suis pas là de dire que c'est une mauvaise saison, c'est juste que moi, ça m'a pas du tout convaincu. En même temps, t'as été pris direct en procès par Alex Loss, alors que t'avais rien demandé, c'était pas très sympa. Mais vraiment, Mais là toi- où les toi- saisons toi- précédentes étaient beaucoup plus... Toi qui adore X-Files par exemple, t'as pas trouvé une petite vibe un peu Alors, j'ai tout vu X-Files 4 fois. Bah, je sais. Il n'y a pas que des bons épisodes à la fin. Ah oui, oui. La fin de X-Files est controversée. Parlons de la saison 10. Bah oui, mais sauf que X-Files fait ça sur 52 minutes, pas sur 6 épisodes. C'est là où moi je trouve vraiment que True Detective saison 4 étire vraiment le truc et j'étais au-delà peut-être des 2 premiers où je me posais des questions. Après, je me suis beaucoup ennuyé en attendant de savoir où ça allait et la conclusion m'a pas du tout emporté, quoi. Mais je Mais- pense que le truc, c'est que je comprends où tu veux en venir, parce que moi je l'ai vu avec ma copine qui était pas très convaincue justement par l'enquête, notamment par les incursions de Fantastique. Mais je pense que le cœur de la saison, c'est les personnages. C'est qu'en gros, tu creuses un trauma. C'est vraiment une série sur les traumas féminins, etc. Et le patriarcat, tout ça, c'est de la merde. Mais là aussi, Et- c'est très répétitif, quoi. C'est un peu répétitif, mais ça te montre en fait la densité du problème, parce que toute la série se passe sur un microcosme, avec vraiment ce village perdu au milieu de nulle part, où les mineurs où les 3/4 de la population sont des mineurs qui sont du coup les employés d'une corporation qui s'en fout d'eux. Bref. Et ça, c'est pas justement, c'est un peu survolé, c'est pas très. Oui, mais c'est de l'ordre de l'évocation. corporation qu'on voit dans une saison Oui, mais c'est là précédente. en fait. c'est Oui, puis il y a des juste, liens. C'est vrai qu'il y a 2-3 liens rapides avec les saisons précédentes, notamment une spirale. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, justement, c'est cette dimension-là. C'est de creuser, notamment ce personnage de connasse, je cite, qui est joué par Jodie Foster. Je dis pas qu'elle a pas de raison d'être devenue un peu antipathique, mais Ah, mais de je toute façon, elle est comme ça dans la elle série. est- Personne ne voilà. peut la saquer. Elle est infernale avec tout le intéressant monde. que Jodie Foster joue ce personnage-là. Quoi. Elle l'était déjà un peu dans ce film de science-fiction de Elysium. Elysium. Ouais, putain. Bien plus froide, mais. Tout le monde se souvient pas de Ah. surtout qu'elle jouait dedans. Moi, je Mais non, moi ce que j'aime bien justement, c'est ça, c'est la relation un peu compliquée, voire très compliquée entre les deux flics qui de but en blanc peuvent pas se blairer et qui sont obligés par la force des choses à s'unir pour essayer de faire avancer cette enquête et finalement à soulever des pelles et des pelles de merde et de tout ce que le village a caché au fur et à mesure des années. Et finalement l'intrigue pure de comment ces scientifiques-là se sont trouvés dans la glace, très vite tu comprends que c'est pas ça l'enjeu. Enfin, on s'en fout un peu. En fait, ce qui compte, c'est comment elles vont régler leurs problèmes entre elles, comment elles vont soulever les trucs et l'espèce de... C'est une série, pour le coup, ça rejoint un petit peu... de toute façon, je crois que tous les sujets rejoignent un peu Ouais. Vampire Humaniste. Moi, ce que j'aime bien dans la série, c'est fondamentalement ce que ça raconte, c'est qu'on est tous seuls. C'est une série qui parle de solitude et qui parle en fait de la détresse de ces gens-là qui en plus sont constamment dans la nuit, avec 3 tonnes de neige qui leur tombent dessus, ils peuvent rien faire, tout est chiant, enfin bref. Et en fait, ça a été tourné sur place en Alaska. Et que Non, en Islande. ouais, c'était en Islande. en ouais. Islande et en Alaska et qu'ils avaient moins 30 degrés pour leur tournage. Donc Ça se voit c'était- quand il parlait de la Ouais. fumée et tout. Tu voulais pas tourner Vampire en en Alaska Islande sous moins 30 Ouais. degrés. Non, Non, dans mais l'Est canadien. possiblement pour le prochain Ah. projet qui, à l'heure actuelle, ça se termine en Alaska. Que des Ah, tournages, bah, que des tournages de nuit. bah, il faut regarder True Detective. Non, mais en plus, les vampires, normalement, quand ils parlent, il n'y a pas de fumée, donc ça doit être très compliqué à tourner. C'est vrai. Mais il y a vraiment ce truc-là, ouais, et notamment, je trouve que le dernier épisode est hyper beau parce que il assume complètement cette dimension un peu solitaire. Et c'est en plus la confirmation d'une autrice, parce que Issa Lopez, pour ceux qui ont vu son premier film Tigers Are Not Afraid, qui avait pas mal tourné en festival, c'était hyper bien. C'était sur des gamins qui étaient livrés à eux-mêmes, etc., dans un espèce de zone de guerre avec du fantastique et tout. Film d'ailleurs adoué par Guillermo del Toro, qui est un peu le parrain de Issa Lopez, qui d'ailleurs était sur Twitter en mode regardez True Detective, c'est super. Mais je trouve que ouais, il y a vraiment cette idée de creuser ces personnages-là, et il y a notamment des trucs qui sont très malins sur cette dimension un peu féminine, où notamment le début de l'enquête, il y a un truc qui est tout con, mais que je trouve assez incroyable, c'est que les flics sur place, hommes, ne bitent rien à ce qui vient de se passer dans une station scientifique. C'est franchement nul. Et tout ce qu'elle trouve, Jodie Foster, c'est des trucs entre guillemets de femmes au foyer, de femmes. Elle arrive, elle dit bah en fait le linge il est encore en train de sécher dans la machine. Et elle capte ça alors que les mecs ils ont jamais fait le linge de leur vie donc ils s'en foutent. Elle dit qu'en fait ils sont pas morts il y a très longtemps, etc. Et elle capte des petits trucs comme ça, des petits détails qui ont l'air complètement cons, mais qu'en fait un flic qui passe son temps avec sa main à la ceinture et qui voilà, il peut pas comprendre en fait. Et il y avait des trucs comme ça d'écriture qui sont plutôt malins sur justement en fait cette femme-là qui a sa place de femme décidée par la société. En fait, ça lui donne des forces et ça lui donne de l'avance sur les mecs qui sont tous à l'ouest.
et la relation qu'elle tisse avec le personnage de, je sais plus comment elle s'appelle, mais donc de sa partenaire, Evangeline. qui est justement qui a un héritage local, etc., et qui est un peu son opposé. Ça crée des frictions, mais ça leur permet d'avancer et tout. Et je trouve que voilà, sur le point de vue du portrait de femme, la série est hyper belle, hyper forte. Après, on est d'accord que si vous voulez juste suivre pour voir ce qui s'est passé du point de vue enquête, Oui, la c'est série avance dessus. Hein, c'est pas on vous laisse pas de but en blanc dans le vide. Mais je pense pas que ce soit l'intérêt principal en fait de la série. Quoi. En ma défaveur, je pense que ayant regardé Fargo saison 5 en parallèle, j'ai tellement pris mon pied avec Fargo que voilà, Oui, t'avais moins l'effet d'intérêt déceptif. Et du coup, ça a tellement marché a priori, notamment du point de vue audience, etc., et critique, que Issa Lopez a été signée pour la saison 5. Ouais. Ok. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Jean-Victor. Merci. Pour faire Voilà. simple. Ariel, Par contre, je trouve le générique pas bien. Je trouve que ça va, Billie Eilish sur le générique, ça va pas du tout. Je trouve C'est un Bon. peu facile, quoi. Moi, j'aime bien la chanson, j'aime bien Surtout que Billie le générique Eilish, de la tu le sais. première saison est incroyable, donc c'est difficile de passer à côté. Quoi. Mais non, je trouve qu'il y a un petit côté ASMR, quoi. Mais est-ce que tu vas regarder les 3 premières saisons du coup? Bah, j'ai envie de regarder la première, du coup. La première est Ouais, incroyable. la deuxième, moi, je sais pas, mais j'ai juste vu un épisode et c'est comme si je comprenais rien de ce qui se passait. Puis, C'est moins facile. Ouais. Ouais, puis j'étais là, ça me tente pas vraiment de me casser la tête pour essayer de comprendre. Puis tout le monde était antipathique et dans la première saison aussi, mais je sais pas, il y avait quand même un capital de sympathie plus, je sais pas. La première, il y a un truc très mystérieux, très brumeux. Tu sais pas où La ça 3 va est et plus tout, mélancolique, c'est la disparition d'enfants, etc. Mais elle est très belle aussi. Ouais. Ouais. La 2 est plus décriée. Puis la 2, j'entendais beaucoup que c'était pas bien. Puis je me suis dit, ouais, mais il y a quand même Rachel McAdams. Colin Farrell. Ouais, c'est ça. C'était quand même un casting incroyable. Donc je me suis dit, ben là, je vais lui donner une chance, mais j'ai donné une petite chance. Mais écoute, Mais peut-être c'est bien après. si ça la te saoule, au première pire, épisode. tu peux passer à la saison 4 sans problème. Ben Parce que c'est du ça. coup- Mais peut-être la 3, je vais l'essayer. Et les 5 saisons de Fargo sont sur Canal. Prochain sujet de Mathieu le mois prochain. J'aurais aimé. je me demandais, moi, Ariane, si la série, c'était un format qui te tentait. Oui. Après, de la tout réponse. simplement. après une grosse réserve d'énergie. Oui, Pas trop détective saison 6 du coup. mais le format, voilà, Oui, le oui. fait de faire un format, Oui. une histoire en plein d'épisodes. De... Puis peut-être même d'adapter Vampire en série. C'est ce que j'allais dire, ça Ouais. peut tout à fait. Ouais. Mais Sans spoiler la fin, mais tu peux voir Ben, en fait. c'est ça. suite, quoi. Ouais, oui. Oui. Puis aussi, il y a plein de personnages que je peux exploiter encore plus, puis l'univers, puis aussi l'origine des vampires. On s'était amusé, Christine et moi, à trouver un peu l'origine de chaque vampire. Donc, j'imaginais Oui, des parce que cold openings un peu avec moi, je l'histoire. me suis posé pendant la question pendant le film. Est-ce que Sacha, c'est la fille des parents qu'on voit, ou est-ce qu'ils l'ont transformée et ils l'ont un peu adoptée, quoi? Ben, en fait, le film devait commencer dans les années 50, avant le début de Oui, la scène du clown, la scène du clown dans les années 80. Mais ça a commencé dans les années 50, puis les deux parents, qui n'étaient pas encore les parents de Sacha, il y a une grosse pile de corps, ils viennent de tuer une famille complète dans la cour arrière d'une maison, ils creusent un trou, un énorme trou, puis tout d'un coup, ils entendent un bébé pleurer. Okay. Donc là, ils trouvent Sacha comme ça, puis là, c'est pas très éthique là, de tuer la famille d'un bébé. Donc, ils décident de garder le bébé, puis là, il y a tout un enjeu autour de la tante qui veut la transformer, puis eux qui décident de, c'est son choix, c'est trop une décision importante, on va pas la transformer, on va attendre qu'elle soit assez vieille, puis tout ça. Donc, il y avait toute cette histoire-là. On a eu Donc, une scène coupée. ouais. Mais donc, du coup, c'est quand même une idée qui, en tout cas dans ta tête, bien développée, cette idée de série. Ben oui, il y a des opportunités Ok. devant moi, donc c'est quelque chose Ok. qui est très fort probablement Ok. va se passer, ouais. C'est pas une bonne Mais phrase on que a j'ai compris. fait. Mais mais on vous avait avez compris. compris. Non, mais D'accord. C'est bien, il y a du mystère à la fin. D'accord. c'est Et puis nous, pratique, dans ce podcast, on fait tous plein de phrases pourries. On ne sait pas parler français. Même moi d'ailleurs. Je vais te laisser la parole parce que Oui. quand Moi je t'ai- aussi. quand Puisqu'on on t'a parlait de demandé un malaise. sujet, qu'on parlait Ouais. on parlait de série, toi tu veux nous parler d'une série qui s'appelle The Curse avec Emma Stone.
Ouais. The Curse. De quoi ça parle? C'est une mini-série que j'ai adorée, puis qui est un mélange unique de comédie noire satirique, de drame et d'horreur. Et c'est sorti en janvier passé sur Paramount+. Et c'est une série qui est créée par Nathan Fielder. Je ne sais pas si vous connaissez Nathan Fielder, qui est un humoriste à l'humour très, très malaisante. Et Benny Safdie, les frères Safdie, donc Good Time et Uncut Gems. ouais, exactement, et qui est un très bon acteur aussi, qui jouait d'ailleurs dans Good Times, qui était très bon, et Emma Stone. Donc c'est 3 artistes que j'aime vraiment et aux univers assez différents, mais en même temps j'étais hyper curieuse de voir qu'est-ce que ce trio-là allait nous concocter. Et donc, la série aborde les thèmes de la gentrification, du racisme, des disparités de classe, des dynamiques de couple compliquées. Et plus précisément, c'est l'histoire de Whitney, interprétée par Emma Stone, et Asher, interprété par Nathan Fielder, qui sont un couple nouvellement marié puis qui s'installe à Espanola, au Nouveau-Mexique. Et leur mission, c'est carrément de transformer la communauté pauvre d'Espanola en éco-paradis via des maisons passives et de créer des emplois avec des boutiques branchées puis des cafés modernes. Donc puis des maisons éco-passives, c'est comme des maisons qui comment j'expliquerais ça? Qui rejettent pas d'émissions de CO2, qui gardent leur température elles-mêmes dans la conception. Exactement. Puis les maisons produisent l'énergie qu'elles consomment. Enfin, voilà. Puis les maisons sont faites en miroir. Donc là, t'as plein d'oiseaux qui meurent. Enfin. Et sachant que du coup, ils veulent faire ça parce qu'ils font une émission de télé-réalité et donc ils essaient de vendre la série. Spoil pas ma chronique. Pardon, excusez-moi. Tu vois? Excusez-moi, non, c'était pour préciser la mission. Mais c'est ça, donc ça, c'est ce qu'ils veulent faire, mais ils sont vraiment comme... C'est comme des white saviors qui sont des riches bourgeois qui veulent sauver le monde, mais pour des raisons, au final, plutôt pour leur estime d'eux-mêmes et assez égoïste et pour se déculpabiliser d'être riche finalement, puis sans comprendre surtout les vrais enjeux de la communauté qu'ils veulent sauver. Donc, ils sont pas très bien accueillis par la communauté, puis eux, ils comprennent pas pourquoi, parce que dans leur tête, ils sont juste là pour améliorer leurs conditions de vie. Et tout ça, leur projet est documenté par Dougie, qui est interprété par Benny Safdie, qui est un réalisateur de télé-réalité poubelle, opportuniste et à l'éthique douteuse. Et justement, la série s'ouvre avec le couple de Emma Stone et Nathan Fielder qui passe en entrevue un homme qui est au chômage et qui s'occupe de sa mère en fin de vie, je dirais. Puis, ils leur disent, on ouvre un café, puis on t'offre un boulot, puis ils s'attendent à ce que, tout le monde soit hyper reconnaissant. Puis là, le réalisateur va mettre de l'eau dans le visage de la dame parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez d'émotion. Donc, en tout cas, bref, il y a plein de scènes hyper malaisantes comme ça. Puis il y a la fameuse malédiction, parce que c'est le titre quand même de Curse. Puis c'est Nala, une jeune fille qui finit par donner la malédiction à Asher, parce que Asher lui donne 100$, mais c'est juste pour une scène, juste pour qu'il ait l'air généreux, et finalement il dit: je m'excuse, en fait je voulais pas te donner 100$, je voulais donner 20$, mais là c'est juste ça que j'avais, donc je vais le reprendre, je vais aller faire de la monnaie. Puis là la jeune fille elle lui donne une malédiction, puis I curse you. Ouais, I curse you. Et bref, de là, ça devient un peu l'élément de tension surnaturelle qui se tisse à travers la série, puis qui devient le catalyseur de tous les événements qui vont suivre, puis qui vont plonger Whitney Asher dans le chaos total. Et il y a comme une tension quand même lente, mais qui se build tout le long de la série et qui est complètement rempli de malaise. Donc moi, j'ai des amis qui me disaient: j'aime, mais c'est
impossible que je regarde plus qu'un épisode à la fois parce que je suis trop mal. Mais Tu te sens un peu sale en regardant. ouais, toi, ça t'a fait ça? T'as envie de prendre des douches, quoi. Ah oui, oui. Non, mais il y a comme... il y a un moment où, quand il rencontre la famille de Emma Stone, son père, il lui dit qu'il pisse dans ses plantes, puis il le fait devant lui parce que ses tomates goûtent meilleures. Et il se retourne, puis Non, en fait, on voit pas son pénis à lui, mais... il y a un micro-pénis. On voit les deux. Asher, oui, c'est il ça. a un gros sujet sur Je ce vous ai pénis, pour une ouais. fois qu'on voit des pénis et pas l'inverse, c'est bien. Ouais. C'est aussi un... Ouais. Puis, mais il y a une scène, justement, après, que ça commence sur un gros plan du pénis de Asher. Puis c'est un tout petit pénis. Puis c'est tout. C'est pas... Il y a pas vraiment de mais ça fait partie de son personnage et des malaises qu'elle aime créer. Mais le mélange de ce côté hyper déstabilisant-là dans l'humour, puis même le jeu de Nathan Fielder qui a été quand même critiqué parce que c'est sûr qu'à côté d'Emma Stone, qui est incroyable, puis de Benny Safdie... Lui, il est très monolithique, ouais. Ouais, il est très monolithique, mais en même temps, en connaissant... son personnage d'avant de ses autres séries, ben, il est comme ça, puis je trouve que ça apporte à l'unicité quand même de cette série-là. Et ouais, c'est... Et tout ce qu'on vient de se raconter là, c'est que dans le premier épisode. Non. Le micro-pénis, c'est plus tard. Ouais, si vraiment ça vous intéresse. Bah si, ouais. Mais non, moi, ce qui est assez fou, c'est l'art et la manière effectivement d'installer le malaise et de ne jamais le lâcher et de le cultiver de toutes les façons possibles. Et tu termines le premier épisode en disant bon, c'est le pilote, ils ont mis la barre là, ça va se calmer. Et en fait, non. Ça ne fait que avancer. Il y a des passages où tu sais plus où regarder, tu sais plus où te foutre. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que c'est, effectivement, tu l'as dit, c'est du malaise, mais pour parler de plein de trucs différents. Ouais. Donc, leur côté, effectivement, white savior qui savent tout, qui sont super écolos, mais qui sont constamment à côté de la plaque vis-à-vis des gens qu'ils rencontrent. Bah, rien que ça, c'est une source de quiproquos et de conneries absolument incroyables. Mais en plus, il y a leur couple qui vraiment se délite au fur et à mesure de la série. Et où tu sens toute l'hypocrisie ils sont filmés en permanence, en plus avec ce réal qui commence à jouer dedans, en disant tiens, dis ça devant la caméra, on le dit pas à l'autre, machin, et tout le monde se manipule, personne n'est honnête, etc. Et enfin, humainement, c'est très lourd comme série. Quand tu ressors, t'es pas fier de ta race humaine et de l'être humain en général. Mais c'est assez fascinant à regarder, quoi. Puis aussi, il y a un moment où Emma Stone réalise, parce qu'il y a beaucoup de criminalité et de pauvreté dans la ville d'Espagnola. Puis elle réalise que son magasin de jeans, les gens volent les jeans, donc son employé appelle la police. Puis elle a dit non, je veux pas... je veux pas appeler les flics. Donc, je te donne ma carte de crédit. À chaque fois que les gens volent, ben, tu le passes sur ma carte de crédit. Et donc, elle a constamment des billes qui rentrent, là. Et, tu vas voir, elle reçoit des notifications sur son téléphone. Oui. Donc, c'est quand même une expérience. Ça a l'air horrible, mais horrible pas nul, mais horrible dans le sens horrible, quoi. Ah, ce que ça raconte, c'est horrible. Hein, comme série. Comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la série d'avant, je trouve que tous les personnages sont détestables. En fait. Tout le monde est des énormes connards. Oui. Mais en même temps, tu as quand même envie de savoir où ça va. J'ai vu que le premier, moi, juste pour m'en préparer de l'émission. J'ai quand même envie de savoir où ça va aller. Et je me dis, si ça va encore plus loin que le premier, et si le premier c'est vraiment une mise en jambe. Aucune idée. Ça m'enthousiasme davantage pour prolonger justement et voir jusqu'où ils vont. Après, c'est peut-être 10 épisodes, c'est peut-être un peu long justement sur le côté malaise, machin. Je pense que 8 ça aurait été bien. Ça je sais pas. Petit peu en rond, je trouve. Mais c'est vrai que globalement, ils arrivent tellement à constamment retrouver des sources de malaise et tu te dis, mais ça fait déjà 6 épisodes que je souffre et il y en a encore 4 et voilà. Et la série, bon, moi j'aime beaucoup l'aspect faux documentaire. Je trouve ça assez jouissif aussi parce qu'il y a des. On parlait tout à l'heure de mélanger un peu les genres et là c'est un peu le cas. En plus, ça joue sur les formats d'image. Et moi je suis ultra fan de The Office, Arrested Development, etc. Mais qui sont des séries plutôt format court, qui jouent plutôt à l'épisode avec un fil rouge évidemment, mais là il y a un vrai ensemble sur les 10 épisodes. Alors j'ai pas tout à fait terminé la saison, donc ne me racontez pas la fin. Mais du coup, c'est impossible à raconter. Il y a des surcouches rajoutées, c'est ça qui est un peu intéressant et intelligent, c'est qu'il y a le fantastique. Enfin,
en fait, on essaye de s'attendre à tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la petite fille dit « je te maudis », on ne sait pas pourquoi, mais Emma Stone pète un câble, elle lui dit « va la retrouver », etc. Donc je suppose qu'on le saura plus tard, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent à l'écran qui ne sont pas du tout anticipées, il y a des changements de direction, etc. Et je me disais, voilà, c'est une série qui essaie de s'emparer de ce genre du faux documentaire de manière un peu plus consolidée, en tout cas. Je serais très curieux de voir s'il n'y aura pas une deuxième saison ou une suite, en tout cas. C'est mal barré, ouais. Non, c'est prévu comme une mini-série, ouais. Mais effectivement, tu mets le doigt sur un truc qui est hyper intéressant, c'est que c'est une série où tu sais jamais où tu mets les pieds. Et qui est assez, je trouve qu'elle est assez imprévisible quand même tu commences à t'habituer au bout d'un moment à ce malaise machin. En fait, tu sais pas où elle va la série, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que t'as envie de comprendre jusqu'où ça peut aller, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant de voir Emma Stone. Enfin, je suppose que c'est les hasards des sorties, c'est voir Emma Stone, avoir un deuxième Oscar dans un film qui est aussi un grand film de performance et un film particulièrement étrange. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est particulièrement étrange. Et la voir aussi sur le petit écran entre guillemets. Dans une série avec d'autres enjeux, etc. C'est vraiment une comédienne qui s'aventure dans des objets assez étranges, quoi. Et puis rien que dans cette série-là, elle est multifacette, elle est capable de vriller en une seconde, vraiment face caméra. C'est assez génial parce qu'elle peut être faussement sympathique ou véritablement détestable tout en étant hypocrite, et 2 secondes après avoir vraiment l'air sincère et tout, sans que ce soit trop fabriqué. Bon, le personnage est faux de toute façon, mais... Et surtout devant la caméra documentaire. Ouais, là c'est génial, ouais. Ouais. Ah non, elle est vraiment géniale. C'est une actrice qui se transforme, qui va dans plein d'univers, puis qui se met en danger, en fait. C'est ce que j'aime beaucoup d'elle. Ouais. Donc voilà, c'est la série très chelou du moment, mais... C'est très chelou, mais c'est très drôle et très jouissif. Un portrait de l'Amérique aussi un peu au vitriol, quoi. Hein. Ah bah, ouais. Il va pas avec le dos de la cuillère, ouais. On va continuer ce podcast dans l'humour. On remercie Ariane Louis XVI d'être passée nous voir pour nous parler de Vampire humaniste, cher suicidaire consentant. Et on va continuer cette émission dans l'humour parce qu'à Happy Hour, on aime rigoler. C'est fun. C'est avec toi, Mathieu, pour quelques petits sujets entre nous, et toi en particulier, Mathieu, puisque tu voulais nous parler d'une comédie française. Oui. Dit-il en se massant les tempes. Quand j'ai vu le sommaire de l'émission, j'ai fait... On est encore sur un mois bien vénère. Ah ouais, on va en remettre une couche. On va parler de vampires, de vampires, de suicides, de True Detective. On va parler. Et moi, j'ai un titre aussi à rallonge. Enterrement de vie de garçon. Enterrement de vie de garçon, une série assez courte cette fois-ci sur Canal+. 4 fois 30 minutes. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, contrairement à True Detective. Mais surtout, j'étais assez séduit par le format et le fait de pouvoir voir ça assez rapidement. Bon, c'est quand même 2 heures, d'histoire au final, donc c'est presque un format long métrage, mais du coup le fait d'avoir 4 petits épisodes, ça se regarde très facilement. C'est une série qui est écrite par Adib Al-Khalideh, Panayotis Pasco et Béatrice Fournera, et les 2 premiers noms vous les connaissez sans doute parce que c'est une série qui accueille 5 humoristes de stand-up dont Adib et Panayotis, et c'est l'histoire et Adib et Panayotis réalisent également les épisodes. Il y a Fari aussi qui est dans les comédiens, et ce qui est assez touchant, c'est que c'est une série qui parle de masculinité, mais de la masculinité un peu non toxique, c'est-à-dire ces 5 potes qui se retrouvent autour du décès de l'un de leurs copains, du frère de l'un d'eux, et qui vont vivre une nuit. Donc il y a une unité un peu de temps. Donc on parlait de théâtre tout à l'heure, c'est presque ça. C'est qu'est-ce qui peut se passer lors d'une soirée avant l'enterrement d'un de vos meilleurs potes, et comment ils vont se retrouver, vivre quelques petits trucs. Il y a évidemment des situations qui sont créées à chaque épisode. Donc on démarre dans une boîte de striptease parce que pourquoi pas. Le 3e épisode est assez jouissif, et avec les parents de la personne disparue et de son frère. Et c'est l'odyssée de ces 5 potes qui vont vivre des choses ensemble, qui vont vivre des choses séparément, et qui vont faire face à un deuil qui arrive, en fait, parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait dans la phase du deuil. Ils commencent à l'aborder, et ils vont se parler de leur vie, ils vont se parler de leur couple, ils vont se parler de leur rapport entre eux, de leur rapport au monde. Ils vont même traverser un cimetière, ce qui n'est pas facile en pleine nuit. Voilà, ils vont vivre 1001 choses, et je trouvais ça assez touchant, et surtout qu'on pouvait proposer ce type de contenu sans forcément partir non plus sur une série dramatique en 4 fois 10 épisodes, etc. Mais de faire
un objet un peu court qui sert évidemment, je pense, à ces messieurs, notamment les deux auteurs, pour se préparer peut-être à des choses plus ambitieuses. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite parenthèse dans mes grands binge-watching de séries du moment qui m'avait assez touché. Et je voulais le partager. Et je ne sais pas si vous avez jeté un œil. Moi, j'ai vu le premier épisode hier. Je n'irai pas plus loin dans la série, Mathieu. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu... pas laborieux, mais on va dire que j'ai ressenti l'écriture. J'ai pas trouvé ça très naturel et j'ai trouvé ça un peu trop... ils essayent de faire un truc un peu arty, mais en même temps... Défini arty. Je sais pas, dans le premier épisode, t'as beaucoup de jeux de couleurs, de trucs comme ça. Okay. Et en même temps, ils sont quand même très mainstream. C'est quand même des comédiens qui sont assez mainstream. Et j'ai trouvé que ça dénotait un peu, et puis j'ai vraiment eu ce côté où je ressentais que tous les dialogues étaient écrits et pas du tout naturels. Ouais, en fait, je rejoins un peu Alexandre là-dessus. Moi, j'ai vu le premier, désolé, je veux pas flinguer non plus ton sujet. Moi, fallait pas dire du mal de trop détective. J'aime bien les personnages. Ça se passe de nuit aussi. Ça m'a fait marrer, et je trouve complètement des qualités à la série. Mais tu sens que c'est écrit par des humoristes. Parce qu'en fait... l'écriture, la manière dont les situations se présentent, les personnages dans la boîte de nuit qui se séparent, chacun vit un peu sa petite life dans son coin, etc. C'est complètement écrit comme des sketchs en fait. Et c'est complètement des personnages qu'ils auraient pu jouer sur scène. Et on parlait tout à l'heure avec Ariane de son projet d'adapter une pièce de théâtre et de comment on faisait en sorte que ça soit pas du théâtre filmé. Là, j'ai un peu eu l'impression de voir l'effet inverse. C'est-à-dire que ce sont des mecs qui ont écrit une série pour faire une série, mais qui finalement font du théâtre. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve qu'il y a un côté trop théâtral là-dedans, et ça m'a un peu coincé aussi, pas dérangé, parce que je trouve pas ça raté, mais j'ai un peu bugué sur ce côté théâtralisation, manière d'écrire et compagnie. C'est quasiment 4 ou 5... Le premier épisode, c'est 4 ou 5 sketchs qui auraient pu être joués sur scène par deux humoristes, quoi. Mais ce qui est sûr, oui, alors, moi je rejoins un peu ça. Après, moi je pense qu'ils ont aussi eu très peu de moyens et que ça ressemble plutôt à un court-métrage étiré que. Ouais. Et il y a un twist, je suppose, non ? Parce que en plus, déjà, le synopsis Canal. Il y a de l'émotion. Est-ce qu'on a envie de spoiler le twist ? Non, on n'a pas envie de spoiler, mais en fait, moi j'ai l'impression que. On le sait pas, moi je le sais pas le twist. Au premier épisode, en fait, il n'y a pas un twist phénoménal. Il y a une conclusion, mais en fait, c'est plus. Moi, ce qui m'a plu, mais je rejoins un peu ce que vous dites, mais c'est. Moi, je trouve que notamment en termes de dialogue, c'est assez touchant parce que ça rapproche quand même à pas mal de situations de vie, et on peut aussi être un homme et être sensible, n'est-ce pas ? Mais t'as le droit, Mathieu. Même toi. Surtout ici, hein, tu sais. Sauf moi. Mais du coup, non, mais c'est surtout. C'est un truc de pote, quoi. C'est une aventure de pote, et ça, on pourrait paraphraser en disant ça peut être du Claude Sauté ou des trucs qu'on a déjà vu. Le cœur des hommes version 2024. Voilà, un truc comme ça. Je trouve ça bien plus intéressant là. Le fait que ce soit 5 mecs du stand-up, évidemment, ça ressort un peu parce que on ne voit à l'écran que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voit 5 mecs quand même très habiles, très habiles avec les mots, etc. Pour le coup, moi, je trouve que c'est assez bien tourné et que ça passe plutôt bien. Il y a Pascal Arbillot dans l'épisode 3 qui joue la mère de l'intro qui est assez forte aussi là-dessus. Mais voilà, on est sur un mix un peu où ils essayent de faire un truc un peu plus tiré vers l'émotion que leur sketch sur scène. Je trouve ça assez plaisant. Mais donc, faites-vous une idée, quoi. Oui, en 4 fois 30 minutes, 4 c'est possible. 4 fois 30 minutes, c'est vite regardé. Puis c'est quand même donc, il y a quand même un beau casting. Il y a effectivement Pascal Herbillot, il y a Fadili Camara, Guillermo Guise, qu'on entend, je crois, à France Inter, Fari, Adib Al-Khalidé, Jason Brokers et Panayotis Pasco. Non, et puis ce qui est cool aussi au-delà de ça, c'est quand même de voir que les humoristes français de la nouvelle génération, ils tentent des choses. Moi, je trouve ça plutôt cool, même si c'est imparfait, bancal et tout ce qu'on veut. C'est pas des mecs qui se reposent sur leur laurier et qui disent on va enchaîner de spectacle en spectacle. Panayotis, il a sorti plein de choses différentes récemment. Il a sorti un bouquin. Donc l'émulation, elle est intéressante, quoi. Vous avez échappé au sujet parce que Panayotis, il joue aussi dans Pamela Rose, la série. J'aurais adoré vous en parler, malheureusement. Je suis assez étonné que t'en aies pas parlé, d'ailleurs. T'avais parlé de l'épisode audio. Un audio. Écoutez, la dernière saison est formidable.
Non, mais voilà, on peut. Enfin voilà, je trouvais que l'objet assez intéressant. C'est pas des formats qu'on voit très souvent, mais clairement, oui, c'est quelque chose qui demande à être transformé et tout. Mais moi, Fari, je le trouve très bien. Panagiotis, là, va être. On sent qu'il joue dans pas mal de choses pour se préparer en tant que comédien aussi. Il a joué dans Grâce à Dieu, la série Arte. Ouais, en place. Et là, il est en De grâce. de grâce, pardon. De grâce. Et on commence à le voir apparaître un peu à droite à gauche. Donc voilà, c'est des jeunes gens très sympathiques. N'hésitez pas. Voilà. Big up à Panagiotis. Big up. Pardon. On en perd Marc. Je m'étouffe. Ça se passe donc de nuit, donc on a quand même beaucoup de sujets nocturnes. De nuit, ce mois-ci. c'est la nuit. Moi, je vais continuer à parler de nuit d'une certaine manière, puisque je vais vous parler d'un donjon. J'avais envie de vous parler d'une série qui rassemble un petit peu mes kinks, puisque Il y a des robots. il y a plein de choses que j'aime dans la vie, et je sais qu'ici on en parle, mais parmi mes kinks, il y a les séries animées, la fantasy et la nourriture. Et au miracle, un studio japonais bien connu du nom de Trigger, qui nous avait fait rêver avec l'incroyable Promare, Oh oui. revient avec une série qui cumule les trois. Ça s'appelle Glouton et Donjon. Quand cet épisode sera mis en ligne, la saison complète sera disponible sur Netflix. C'est à la base un manga d'un mangaka qui s'appelle Ryoko Kui. 14 tomes ont été publiés chez Casterman et Trigger l'a adapté pour en faire une série. Oui, on en avait déjà un peu parlé dans un épisode précédent, mais les séries d'animation japonaises ont souvent des thématiques uniques. Par exemple, si vous prenez Slam Dunk, c'est une série sur le basket. Olive Tom, c'est une série sur Le foot. sur le foot. Food Wars, comme son nom l'indique, c'est une série sur des concours de cuisine. Et là, c'est étonnamment la rencontre entre différentes thématiques. Et en gros, c'est la rencontre entre Donjons et Dragons et des émissions de cuisine. Et dit comme ça, c'est très bizarre. Et ça donne une série assez drôle, plutôt décalée. J'espère que les gens qui nous écoutent savent à peu près comment fonctionnent Donjons et Dragons et les compagnies de héros qui vivent des aventures. Donc, globalement, ici, on va suivre 3 personnages, puis 4. Un paladin, donc un espèce de guerrier. Une elfe qui a des pouvoirs magiques. Un petit voleur qui a la capacité de crocheter des serrures et d'ouvrir des portes. Et ils vont être rejoints en cours de route par un guerrier nain qui est cuisinier en bonus. Et en fait, le pitch de cette série, donc ce sont des aventuriers qui descendent différents niveaux dans un donjon, un peu à la manière d'un jeu vidéo. Ils croisent différentes sortes de monstres et ils font des quêtes pour ramasser des trésors, remonter à la surface et dépenser leur argent. Et cette équipe-là descend quasiment jusqu'en bas, se retrouve face à un grand dragon rouge et la sœur du héros se fait bouffer. Elle se fait avaler par le dragon et eux se font tuer et ils réapparaissent comme dans un jeu de rôle où on meurt vraiment jamais mais on réapparaît au début du niveau. Donc ils remontent à la surface et ils doivent tout redescendre. Et ils se disent, si on se dépêche de descendre tout au fond de ce donjon, on peut récupérer la personne qui s'est fait bouffer dans son estomac parce que les dragons ont une digestion ultra lente et qu'on a le temps de descendre. Mais on n'a pas de vivre. Et de là naît le concept de la série de il faut descendre dans le donjon et cuisiner les monstres qu'on rencontre au fur et à mesure des aventures pour pouvoir se nourrir. Ouais, et dans le premier épisode, c'est un mec... Enfin, ils arrivent du coup face à un espèce de gros scorpion. Ouais. Ils le butent. Et il commence à cuisiner le scorpion et c'est dégueu. Et puis il y a ce nain qui arrive et qui dit mais attendez, c'est pas du tout comme ça qu'on cuisine un scorpion. Il faut lui retirer les pattes, la queue et machin. Et du coup il fait un truc qui a l'air super bon, soit dit en passant. Ah mais toute la série est comme ça. Dans le premier épisode et même peut-être le début, c'est plutôt un espèce d'instinct de survie de dire on va cuisiner des monstres. Et après, les personnages deviennent complètement obsédés par la bouffe. Chaque fois qu'ils croisent la moindre créature, ils se disent oui, mais elle, si on la chope, comment est-ce qu'on peut la cuisiner? Est-ce qu'on a des ingrédients? On pourrait remonter d'un étage chez les gobelins, faire des courses pour récupérer des... Petit à petit, il se transforme en Marc Loss. C'est ça. Et il y a une espèce de volonté en plus. Alors la cuisine est évidemment complètement imagée, mais c'est basé sur la cuisine japonaise contemporaine. Et il y a une volonté de rendre ça le plus crédible possible, en fait. Donc, il y a une réflexion dans l'écriture des recettes
pour que ça ressemble à des choses qu'on a l'habitude de manger. Ils font des currys à la japonaise, ils font des yakitori, ils font des soupes. Donc on est d'accord, il faut avoir mangé avant de regarder. Ouais. Parce qu'en plus, pour le coup, c'est assez bien dessiné. De toute façon, ça a toujours été un énorme king de l'animation japonaise. Enfin, t'as le cliché des Ghibli qui à chaque fois te font des ramen qui ont fait rêver des tonnes et des tonnes de gens. Et oui, donc la bouffe dans l'animation japonaise, ça a toujours été un truc, quoi. Et là, ils poussent vraiment le vice là-dessus, donc c'est vraiment complètement focus là-dessus. Chaque épisode est nommé des recettes qu'on va découvrir dans l'épisode et des trucs qui vont être mangés. Et en même temps, c'est assez intelligent pour avancer dans le récit, donc c'est pas juste une série prétexte de on met des monstres et on les cuisine, il y a vraiment une quête, il y a vraiment des obstacles, ils ont vraiment des difficultés à passer certains trucs, il y a des moments assez gore avec de la baston, il y a des moments plus sympas, mais chaque fois on en revient à cette obsession, la bouffe. Et moi, t'imagines bien que j'étais partout, hein. Moi, quand je finis mon repas, je pense au suivant. Donc, forcément. Est-ce que tu as essayé de cuisiner une des recettes de la série ? J'ai pas de monstre fantastique à proximité, donc j'ai un peu bloqué, mais vraiment, voilà. Je trouvais que c'est assez. En fait, au-delà du côté blague de moi, j'aime la bouffe et voilà, je trouve ça malin dans l'écriture, en fait. La manière dont ils arrivent à recoller les deux univers pour que l'un arrive à servir l'autre jusqu'à la dernière minute. Je trouvais ça super, super bien pensé. Puis c'est animé par Trigger. C'est la question que j'avais posée, est-ce que c'est beau ? Alors, c'est très beau, c'est très sage aussi. C'est très sage, hein. C'est très classique. C'est très de l'animation classique. Alors, il se lâche un peu plus dès qu'il y a de l'action et des choses un peu fantastiques. Et moi, il me manque un épisode, puisqu'au moment où on enregistre, Netflix ne l'a pas encore mis en ligne. L'avant-dernier épisode où il se retrouve face au fameux dragon du début, puisque c'était le but, là il commence un peu à se lâcher quand même, Trigger, et à dire voilà, ça fait 10 épisodes que vous nous regardez, maintenant on peut se laisser aller sur des choses un peu plus fantastiques. Et puis voilà, ça se termine, moi j'ai pas la fin, mais on sait qu'il y aura une saison 2, puisqu'il y a assez de mangas pour aller plus loin dans l'histoire. Et puis à la fin de la série, il y a des choses qui se mettent en place en arrière-plan autour des personnages, et il y a une deuxième intrigue qui arrive petit à petit, donc on se doute qu'ils vont continuer à rebondir, mais en continuant à faire de la cuisine, et ça c'est beau. Puis il y a un caméo de Philippe Etchebest à la fin pour créer la cuisinier Avengers à l'Assemblée, tu vois. Incroyable. Donc voilà, c'est sur Netflix, c'est 10 ou 12 épisodes. Tout sera dispo quand nous on met en ligne cet happy hour. C'est chaudement recommandé par moi. Et ça me fait embrayer sur un deuxième sujet dont je voulais parler très vite, parce qu'en fait, il se trouve que par hasard, alors que je regardais cette série, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une bande dessinée qui s'appelle La cuisine des ogres, qui est signé de Fabien Vellman et de Jean-Baptiste Andréae. Et au-delà du titre et de la notion de cuisine, il y a un petit dossier de presse qui nous a été envoyé en plus de la bande dessinée. Et ce petit dossier de presse, il contient à la fin des recettes de cuisine de monstres. Et j'y ai vu un lien. C'est pas trop dans l'histoire, mais par contre, la presse insiste vachement là-dessus. Et je me suis dit, mais il y a une thématique dans ma vie en ce moment. C'est il faut que je cuisine des monstres absolument. Bon, je pense qu'une fois qu'on aura fini ce podcast, j'irai tuer une vouivre ou m'attaquer à un golem pour préparer un truc. Le point commun entre la cuisine des monstres et Glouton et Donjon, c'est à la fois la bouffe et à la fois l'univers de fantasy. Là, c'est une histoire scénarisée par Fabien Vellman. Vellman, je ne sais pas si on a encore besoin de présenter le scénariste de Seul, qui a repris Spirou par moment, qui a écrit plein de choses diverses et variées, qui est vraiment un très très bon scénariste et très éclectique, qui s'est associé avec Jean-Baptiste Andréae pour raconter une histoire à mi-chemin entre du Dark Crystal et le grand pouvoir de Schninkel, dans lequel de jeunes enfants dans un univers fantastique se font enlever pour être servis à manger à des ogres, et se retrouvent donc dans le royaume des ogres, et l'héroïne parvient à s'échapper, et en fait, grâce à ses talents de cuisinière, elle va trouver sa place dans cet univers d'ogres à travers la bouffe.
en allant regarder comment font les autres et en apportant sa touche personnelle, en apportant des recettes à elle. Et elle va, alors qu'elle était là comme un aliment, en fait, elle va se retrouver en position de force grâce à la cuisine. Et c'est foutu comme un conte pour... c'est vendu comme un conte pour enfants. Moi, je trouve ça un petit peu sérieux comme un conte pour enfants, mais en tout cas, c'est super pour les ados. Ça se lit vachement bien. C'est des grandes planches. Oui, le dessin est très joli. Par du très joli dessin peint à la main, etc. Donc, voilà. C'est sorti depuis mi-mars, donc c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est édité par Rue de Sèvres, qui est un éditeur qui investit dans plein de choses en ce moment, puisqu'ils ont repris la saga Sold aussi de Fabien Vellman. Ils ont repris le label 619 qui produit pas mal de choses, et ils se bougent un peu, ils remuent un petit peu la BD franco-belge, et je trouve ça plutôt enthousiasmant. Là, c'est un grand format sur du papier épais. Toujours des beaux bouquins en plus. C'est une belle édition. Donc voilà, si vous aimez manger, vous avez le choix entre la série série animée, la nouvelle saison de Top Chef et le podcast Happy Hour. Le podcast Happy Hour. Et le manga en plus, du coup. Et le manga qui est effectivement, tous les tomes sont disponibles chez Casterman. Est-ce que ça t'a donné envie de lire le manga ? Alors moi, je suis toujours un peu mitigé là-dessus parce qu'en fait, si je lis le manga, est-ce que je vais avoir envie de... Est-ce que tu as envie d'acheter les 70 autres de relire toute la série par la suite. J'ai eu le même problème, puisque je raconte ma vie dans ce podcast, j'ai eu le même problème avec Aohashi, le manga de football qui est édité chez Mangetsu, que j'avais commencé à lire sur papier. Puis j'ai regardé la série animée qui couvre les premiers tomes, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai plus envie de lire le papier, ou est-ce que j'ai plus envie d'attendre la deuxième saison ? Et pour Aohashi, j'ai opté pour l'animé, donc j'ai arrêté de lire le manga. Donc là, je sais pas encore, mais comme ce sont des adaptations, à un moment donné, lire les deux, je trouve ça un peu, ça fait un peu double emploi, quoi. Donc c'est un peu un choix. C'est peut-être pas les mêmes recettes. Tu as pensé à ça ? Vous savez pas le regard de Marc, mais là, il est en train de péter un câble. Ah ouais. Il y a peut-être des recettes bonus dans le manga. Ouais, c'est pas les mêmes recettes. Bref, c'est chaudement recommandé par moi si vous aimez manger. On va conclure ce podcast. T'as un sujet heureux ? Un sujet heureux. Alors, lumineux, on a dit. On a parlé de la mort et des vampires. Et de la dépression et des suicides aussi. Du suicide, de gens qui meurent de dans le froid polaire. Du patriarcat. On va donc parler d'une jeune autrice dépressive. Exactement. Ça s'appelle It's Lonely at the Center of the Earth, qui est une BD dessinée et écrite par Zoé Thorogood, dont on vous avait déjà parlé dans Happy Hour pour sa première BD, c'était il y a 2 ans, je n'ai plus le numéro exact en tête, qui s'appelait Dans les yeux de Billy Scott. Zoé Thorogood, elle est présentée à juste titre comme une étoile montante de la bande dessinée. Elle est d'origine britannique, mais maintenant elle travaille aux États-Unis, et elle travaille si bien aux États-Unis que la BD dont on parle aujourd'hui a été nominée 3 fois, il me semble, aux Eisner Awards, qui sont littéralement les Oscars des comic books. Entre-temps, elle s'est mise à dessiner pour d'autres gens. Elle a fait Rain, qui a été édité en France chez Comics. Là, elle est en train de bosser sur une série qui s'appelle Hack and Slash aux États-Unis. Et elle a été approchée notamment par DC, etc., pour faire des numéros d'Harley Quinn, entre autres. Mais pourquoi toute cette exposition ? C'est à cause ou grâce, c'est selon, à It's Lonely at the Center of the Earth, qui est donc une BD en fait qu'elle a commencé durant le confinement. C'est une BD autobiographique. Il y a un jeu de mots, je vous laisse le trouver. D'ailleurs, il y a un petit tiret sur la couverture pour ceux qui ne l'ont pas. Et pour cause, puisqu'elle raconte littéralement sa vie au moment du confinement, puisque donc c'est quelqu'un qui a un passé dépressif, qui a pas une vie très rigolote, qui broie du noir, et qui a vu une lumière, à savoir la sortie de sa première BD Dans les yeux de Billy Scott, et qui s'est dit d'un seul coup, sa BD s'est faite repérer, elle allait se faire éditer par Dark Horse, si je dis pas de bêtises, et elle allait pouvoir partir aux États-Unis, notamment à des conventions, rencontrer des premiers lecteurs et devenir vraiment autrice pour la première fois de sa vie et vivre de sa vie d'artiste. Sauf qu'à ce moment-là, paf, tombe le confinement, on l'a tous vécu, et elle s'est retrouvée toute seule, comme une conne, enfermée chez elle, surtout que c'était quelqu'un de très solitaire. Elle explique notamment qu'elle vivait en colocation, mais qu'elle ne voyait jamais ses colocs parce que chacun avait sa chambre, et elle sortait juste pour aller chercher un truc à manger, et elle leur parlait pas, elle restait, c'était vraiment, imaginez un petit chat replié sur lui-même, c'est à peu près ce qu'était Zoé Thorogood. Et donc elle s'est dit à ce moment-là, plutôt que de déprimer, je vais déprimer sur le papier.
Donc elle a commencé à faire une BD, juste à faire des pages de BD où elle racontait ses idées noires, elle expliquait son quotidien, etc. Et quand elle a commencé à le faire, il n'y avait pas de but précis, elle n'avait pas pour ambition de faire un tome à part entière ou quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que tout ça commençait à avoir un fil entre les pages et que finalement, il y avait une histoire. Et elle a décidé d'en faire donc une BD entière qui s'appelle It's Lonely at the Center of the Earth, qui est une BD surprenante parce que le côté flux de conscience, ou comme diraient les Américains, stream of consciousness, il est littéral. C'est vraiment le début de la BD est un bordel, son nom, les idées se croisent, s'entrechoquent. Elle commence sur un truc où elle est entre guillemets face caméra, et d'un seul coup la page d'après il y a une double page où elle est dans un studio sur fond vert avec son double qui lui dit mais tu peux pas dire ça dans une BD, c'est le pire démarrage de BD possible, etc. Et donc en fait le début de la BD c'est comment est-ce que je démarre la BD, donc c'est déjà hyper méta, le quatrième mur est brisé d'entrée de jeu. Et elle va en gros créer des avatars d'elle-même. Donc il y a elle, mais qui se dessine assez rarement d'ailleurs. Il y a elle avec une espèce de tête toute blanche, toute ronde, complètement impassible, qui est un de ses avatars dépressifs. Il y a la version d'elle quand elle avait 10 ans avec des grosses lunettes et qu'elle avait des bonnets Pokémon et qu'elle dessinait ses premières BD. Il y a un peu toutes ces versions d'elle-même. Et il y a en plus Happy qui est l'incarnation de sa dépression et qui a une espèce de grosse silhouette noire avec juste un visage avec un sourire énorme de clown hyper stressant en noir et blanc, qui en fait revient la hanter ou vient hanter les pages de temps en temps pour dire attention, la dépression est juste derrière elle et elle la personnifie. Ça pourrait être un exercice d'artiste torturé un peu nombriliste. Ça ne l'est pas pour plein de raisons. La première, c'est qu'au dessin et dans la narration, c'est une brute épaisse. C'est une nana qui a à peu près 1000 idées par page et en tout cas qui arrive à vraiment à jouer sur les formes. Elle se disloque elle-même. Il y a notamment par exemple un gaufrier où chaque bout de gaufrier est en fait un bout de son identité. Donc et en plus elle se rend compte que Billy Scott, sa précédente BD, en fait, a parlé à des gens, donc peut-être, c'était marrant, c'est un peu ce que racontait notre réalisatrice tout à l'heure, c'est que des fois, les personnages qu'on crée, finalement, créent des contacts avec des spectateurs auxquels on ne s'attendait pas, et que ce lien-là, finalement, c'est un lien de spectateur à créateur ou à artiste. Et donc, elle a commencé à vivre ça avec Billy Scott, et d'un seul coup, il y a cette page où elle se disloque, et on voit ses différents avatars, et en fait, Billy Scott se mélange avec elle, et d'un seul coup, il y a cette révélation sur une page en disant, en fait, peut-être que Billy Scott, c'était moi, mais elle n'avait pas vraiment conscientisé à ce moment-là, donc elle fait son processus mental sur le papier. Mais ce qui est hyper fort, c'est que je trouve que la BD, en fait, est assez universelle. Si vous avez déjà lu Billy Scott en amont, vous avez quelques billes en plus sur la dame en question, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'en réalité, je trouve qu'elle arrive extrêmement bien à décrire tous les processus mentaux par lesquels elle passe, toutes les interrogations auxquelles elle se confronte, d'autant qu'elle est hyper honnête. Elle joue carte sur table, elle met en scène ses parents, elle met en scène son frère, elle met en scène ses amis. Alors apparemment, elle leur a tous demandé s'ils autorisaient, elle leur a montré les pages, etc. Voilà. Mais en fait, tout ce qu'elle montre dans la BD est assez véridique. Et il y a vraiment ce truc de finalement, je vais mettre en place toute une série de systèmes de mise en page, de narration, etc. pour dialoguer avec moi-même et dialoguer avec ma dépression. Il y a notamment des passages où elle se met en scène en mettant des vraies photos, où qu'elle des fois disloque, des fois met pleine page, etc. Donc c'est une BD qui est protéiforme, c'est une BD qui part dans tous les sens, c'est une BD qui redémarre 2 fois, parce qu'au début, elle n'arrive pas à la démarrer, donc au bout d'un moment, elle dit... Non, ça s'arrête. Moi, j'en suis qu'à la première fois. J'en suis qu'au premier démarrage. Et tu tournes la page et tu retombes sur la page d'avant-garde de la BD qui dit cette BD a été dessinée par Zoé Forgood, machin, etc. Et en fait, la BD redémarre. Et elle le fait une deuxième fois. Mais le pire, c'est que les 2 fois, c'est pas juste un gimmick là. Dans la construction du tome, c'est assez passionnant ce que ça raconte. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper fort parce que hyper juste et de cette situation quand même très précise de cette jeune femme qui habite au fin fond d'Angleterre, qui est dépressive, etc. Elle arrive à tisser tout un truc sur l'existence et sur son rapport à l'art, sur évidemment la dépression. Mais c'est une BD qui est assez lumineuse étrangement et qui, encore une fois, est un vrai plaisir à lire parce que c'est bourré d'idées. Il y a notamment une page que je trouve géniale parce que pour raconter vraiment le fil de la BD, c'est qu'au bout d'un moment, elle finit par partir aux États-Unis pour rencontrer éventuellement Dark Horse et les gens qui vont lui permettre de travailler dans cette industrie-là. Et donc elle se dit peut-être que ma vie, c'est ça, c'est ce rôle d'artiste, etc. Donc c'est ça la vraie trame du bouquin en vrai. Mais il y a notamment un passage où elle rencontre quelqu'un, ils boivent des coups, ils sympathisent. Et t'as toute la fin de case tout en bas à droite, avant de tourner la page, où il dit on prendrait pas de la drogue.
Et là, la page d'après est un bordel, son nom. À un moment, il y a une tête de chat, mais vraiment un truc photoshopé, une vraie tête de chat. Il y a les bulles qui sont à l'envers, les couleurs sont parties dans tous les sens. C'est un peu le passage dans 21 Jump Street quand ils ont pris de la drogue et ils commencent à voir des trucs. C'est ça sur le papier, mais c'est hyper drôle. Et elle a un vrai sens de l'humour, notamment dans les dialogues entre ces différents avatars, ces différents soi, où elle peut être très cruelle avec elle-même, ou des fois, elle commence à se morfondre un peu plus. Et puis il y a un personnage qui arrive qui dit « Non mais là, les lecteurs, ils en ont ras le cul de tes trucs », et elle l'envoie chier, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et donc c'est très vivifiant, c'est très riche, c'est très dense, mais c'est... en fait, ça, moi je trouve que c'est hyper fort dans le sens où ça se bouffe tout seul, vraiment la BD, je trouve, se dévore, tu tournes les pages à toute vitesse, et je l'ai même relu. Et en la relisant, c'est intéressant quand tu sais où elle atterrit, de voir un peu tout son processus, comment elle l'a construit, etc., parce que ça se tient extrêmement bien. Donc voilà, que dire de plus, si ce n'est que... C'est la confirmation que cette petite dame est très très forte en bande dessinée et que tous les prix et tout le foin qu'il y a autour d'elle est amplement mérité. Mais que c'est quand même une BD un peu chelou. Ah oui, bah c'est Parce que quelqu'un qui raconte ses états d'âme, donc c'est très bizarre, quoi. Sa coloc est personnifiée par une tête d'oiseau. Elle, parfois, on la voit avec une tête de fourmi à un moment, des trucs comme ça. Donc il faut garder en tête que c'est une BD qui se lit, mais qui est quand même très décousue, quoi. Ouais. Mais ça fait partie de son processus d'écriture, en fait. C'est jamais gratuit au final. Moi, j'ai été soufflé par les processus narratifs, notamment, t'en as expliqué quelques-uns, mais je trouve qu'il y a une intelligence dans la construction du récit, dans la manière de mélanger les genres, les traits, les rebondissements, briser le quatrième mur. Oui, de jouer avec les codes de la BD. C'est jamais gratuit, c'est toujours destiné à en faire quelque chose. Je l'ai dévoré. C'était vraiment... Moi, je comprends largement que ce soit nominé aux Eisner et que c'est complètement une BD à prix, tellement il y a des idées partout. Et l'autre truc qui m'a vachement touché en la lisant, c'est que moi, je connais quelqu'un qui est passé par des phases dépressives, alors peut-être pas aussi fortes, mais néanmoins, j'ai retrouvé la personne dans cette lecture-là. Et j'ai vu vraiment des similitudes dans la manière de décrire les réactions, les pensées, les passages à vide. Les passages à vide, même jusqu'aux pensées suicidaires et compagnie. Il y a des trucs qui sont... Si vous êtes passé par là ou si vous connaissez quelqu'un qui est passé par là, c'est d'un réalisme assez incroyable, tout en étant hyper imagé en même temps. Et puis en plus de ça, l'élément que moi je rajoute par-dessus, c'est que je la suis sur Instagram et elle poste, très sur les réseaux sociaux. Elle est beaucoup sur les réseaux sociaux et elle poste plein de petites photos mignonnes d'elle en cosplay, en convention. Et quand tu vois son quotidien mis en photo sur Instagram, tu fais mais ça a l'air d'aller. Elle a l'air d'être toute choupie et t'as envie d'aller lui faire. T'as envie d'aller lui faire des câlins et quand tu lis la BD, tu fais waouh, ah ouais quand même. Il y a notamment un truc dans la BD qui est assez génial, c'est sa première convention. Où elle est terrorisée plus que les gens qui arrivent en disant je peux vous demander s'il y a un truc, et elle en face elle se chie dessus, elle sait pas comment faire et tout, et vraiment elle commence à bader. Et donc pour préciser un peu l'histoire de la BD notamment, en France elle est éditée par notre ami Sullivan chez iComics, qui lance d'ailleurs une nouvelle collection qui s'appelle iGraphics, c'est catégorisé roman graphique. Et effectivement, il connaît bien Zoé Forgood parce qu'ils avaient édité sa première BD en France dans les yeux de Billy Scott. Et elle est venue cette année à Angoulême. Elle a fait une petite tournée des librairies en France. Et effectivement, c'était assez marrant parce que elle a vécu tout ce qu'elle décrit dans la BD avec les gens qui viennent la voir en convention, qui lui disent merci, votre BD m'a vachement touché, etc. Et elle qui, a priori, ne sait pas trop comment réagir. Et si la BD vous a plu et si l'autrice vous intéresse, effectivement, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous invite aussi à écouter les 2 podcasts qu'ont fait nos amis de First Print, qui l'avaient déjà eu en entretien. Alors, c'est des podcasts en anglais pour le coup qui ne sont pas traduits, mais elle a un super accent, elle s'exprime très bien, donc c'est assez facile à écouter si vous avez un peu de niveau d'anglais. Elle avait fait un premier podcast pour les yeux de Billy Scott, et du coup, là, elle est repassée au micro de Arnaud pour It's Lonely at the Center of the Earth. Et c'est marrant parce qu'elle explique justement le recul qu'elle a aujourd'hui sur... maintenant qu'elle a un pied dans l'industrie, etc. Et son rapport aux gens, avec des fois des gens qui viennent lui faire des témoignages enflammés sur comment ils se sont identifiés à l'heure, etc. Et elle explique aussi très bien la façon avec laquelle elle met parfois un peu de distance dans la BD, ce qui peut être un peu plus de l'ordre de la fiction, etc. Enfin, elle est très honnête sur son processus d'écriture et c'est assez passionnant à écouter. Et voilà, en plus on l'a dit, la BD est absolument géniale. Donc c'est dispo dans toutes les bonnes crèmeries. Ouais, et pour rebondir vite fait sur ce que tu disais sur les dédicaces, elle est passée à Paris brièvement. Chez Album et Comics, je me suis tâté à y aller en fait parce que je me suis dit
vu que ça a l'air de la faire flipper, est-ce que j'y vais? Parce que peut-être qu'en fait, ça va créer un malaise, tu vois. Moi, je veux parler à l'auteur, passer un moment cool avec, et même si ça dure 3 secondes et demie, je veux que ce soit sympathique. Mais si je la fais flipper, je vais pas être à l'aise moi non plus. Et du coup, j'ai tergiversé pendant quelques jours en me disant non, j'y vais pas. Et bon, c'était complet à la fin, donc ça a réglé un peu la question. Mais ouais, il y a un côté tellement réaliste dans ce qu'elle raconte que on peut que comprendre ce qu'elle traverse, quoi. Ouais, mais vraiment, c'est trip sur la page, ouais. Et du coup, si vous avez lu son autre œuvre, Rain, c'est marrant parce que dans la BD en question, It's Lonely at the Center of the Earth, tu la vois dessiner Rain et elle t'explique comment. Voilà, il y a vraiment un côté méta sur le métier d'artiste, etc. Enfin, c'est très très riche, quoi. Donc ouais, voilà. c'est chez iComics dans la Graphics, collection ouais. iGraphics, c'est 25 balles, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est très très chaudement recommandé, vraiment, ça se dévore. Et si vous hésitiez, n'hésitez plus, c'est une très grande BD. Mais les amis, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. C'est beau. Et oui. C'était Gloomy Hour. Gloomy Hour. C'était le On a parlé malaise de podcast. de choses très très joyeuses, mais j'ai été content de reparler avec vous après ces quelques semaines d'absence. De dépression. Et chaque fois qu'on fait un podcast, il faut 2 mois désormais pour Non, mais s'en ça remettre. va mieux. Hein. Merci vraiment beaucoup à Ariane Louis XVI d'avoir traversé Merci beaucoup. l'Atlantique pour venir boire des coups avec nous. Exactement. Vampire humaniste, cher suicidaire consentant, c'est dispo dans toutes les bonnes salles. Allez-y. C'est d'ailleurs Allez-y, le vraiment, c'est très meilleur chouette. film qui sort cette semaine. C'est probablement le meilleur film qui sort aussi Depuis la quelques semaine semaines. prochaine et c'est le meilleur film en salle en ce moment parce qu'on se fait un peu chier au cinéma. Non, Voilà. en plus, on l'a pas dit, Non. mais c'est un petit distributeur. Voilà, c'est c'est- reste un petit film. Voilà, En ça plus, mérite ça vraiment- vous poussez une œuvre vers le haut si vous allez prendre un billet pour le voir en plus de passer un bon moment. Donc, on vous le recommande Très chaudement. ouais. Très chouette. Foncez-y, évidemment. On souhaite à Ariane plein de belles choses pour ses prochains projets qu'on suivra de près. Nous, je vous propose qu'on se choula. Oula, c'est la fin. Hein. C'est temps que ça termine. On va se rappeler. Hein. Elle est difficile à prononcer. Je vous propose qu'on se change en chauve-souris, Ah, putain, ouais. qu'on rejoigne nos propres cercueils et qu'on rende l'antenne. On se retrouvera très vite Dans l'au-delà. dans l'au-delà ou ici même dans un prochain numéro de Happy Hour. Ciao. À plus. Salut à tous. Ciao. Bonus. Trax.